Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Daio. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Nous sommes le 1er février et je sais pas vous, mais moi je suis content d'avoir laissé le mois de janvier derrière parce que l'actualité était pas rose, c'était un peu galère avec ces histoires de Covid. Et là au moins on va parler de sujets qui changent un petit peu du quotidien un peu galère qu'on a vécu au mois de janvier. Donc c'est parti. Alors au programme ce soir, on a 3 thématiques dans l'émission et on a un invité. Un invité déjà que je présente, Loïc Gagnant. Bonjour. Ah, alors sauf que je n'ai pas mis le son, c'est de ma faute. Je recommence. On coupera. On va faire comme la Banon. Vous couperez. Hein. Donc je recommence. Loïc Gagnant, bonjour. Bonjour, merci de ton invitation. Ravi d'être là parmi vous. Merci à toi d'être parmi nous. Donc Loïc Gagnant, tu es monteur, étalonneur, formateur, journaliste. Qu'est-ce que j'oublie encore C'est déjà pas bien. Consultant, on va dire, ça résume. Voilà. Consultant, et c'est vrai que sur le sujet qui nous intéresse ce soir, notamment sur le speed editor de Blackmagic, Blackmagic, tu es aussi quelqu'un, je vais pas dire d'influent, mais en tout cas qui intervient beaucoup et qui, en tout cas de par ton expérience sur, on va dire, tous les outils de montage, parce que tu n'es pas que Blackmagic, et ça c'est bien, et je trouve que c'est très intéressant, on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est bien d'être objectif sur les qualités de tous les produits. Mais là, ce soir, c'est focus Speed Editor Blackmagic. Voilà, donc merci d'être changer les choses. Voilà. Merci. Alors on va parler de trois. On va parler. Alors Loïc, si tu souhaites en tout cas intervenir dans les 2 premières parties, n'hésite pas parce que c'est un peu une discussion entre copains. On est là tous les deux. On a quelques personnes effectivement qui sont se connecter. Et déjà je salue effectivement le chat. Bonjour le chat. Bonjour Laurent Frépa. Je suis heureux de te revoir Laurent. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Bonjour à Tweak et bonjour à Dog Game. Excusez-moi, j'ai un peu. Oh Editor. Salut Editor. Écoutez, bienvenue sur le chat. Je suis content de vous voir parce que globalement, l'intérêt de ces émissions, c'est de partager avec vous en fait ces petits moments d'expérience et tout un tas de choses. On va bien s'amuser ce soir, vous allez voir. Alors, partie 1, on va parler d'un truc moi qui m'insupporte, c'est à titre personnel. Le stream en 60p ou le gonflage de vidéos sur YouTube en Ultra HD pour des vidéos qui sont tournées en HD. Pourquoi faire? Moi, en tout cas, je vous donne mon petit coup de gueule. On commencera l'émission par le coup de gueule. Ensuite, en partie 2, je vais vous donner mon retour d'expérience sur le M1 Max d'Apple, puisque j'ai la chance d'avoir et de travailler sur une de ces petites bébêtes. Et j'ai un M1 Max à côté de moi, avec lequel je vais vous montrer des choses. Mais je voulais vous donner mon retour d'expérience, en tout cas, pourquoi je le trouve bien dans certains cas, pourquoi je trouve qu'il est pas moins bien, mais en tout cas pas adapté à d'autres usages. Enfin, voilà, vous aurez mon retour d'expérience. Et si en tout cas sur le chat, vous avez aussi ces petites bébêtes dans les mains, partagez-les avec nous, bien évidemment, parce que c'est collégial. Bonjour Le Poine, bonsoir, bienvenue parmi nous. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur Twitch ce soir. Nous avons changé aussi l'horaire de l'émission. Normalement, je le faisais plutôt le mardi à 10h, mais j'ai l'impression que je me suis rendu compte que c'était pas hyper optimal de faire ça le matin. On travaille, quoi. Enfin, vous comme moi, mais bon, globalement, voilà. Olvenar, oui, je sais, Laurent Frépa, Olvenar, je pense que tu parles du MacBook. Ok, et pour finir, la partie 3, ça concentrera le plus gros de l'émission. On va parler du petit joujou que j'ai là sous la main, qui s'appelle le Speed Editor de Blackmagic. Et j'ai basculé du côté obscur de la force sur DaVinci Resolve et je travaille effectivement beaucoup dans toutes les publications que je fais. J'ai eu la chance de l'avoir une fois dans les mains. Au départ, je comprenais pas trop, puis je m'y suis mis, j'ai regardé quelques tutos et aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer. Et je vais essayer de vous convaincre que ce truc-là, c'est de la bombe. Et pour vous convaincre, c'est pour ça que j'ai invité Loïc aussi, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Mais je pense que je vais pas vous convaincre longtemps, vous verrez. Voilà, donc ça c'est les 3 parties qu'on va développer aujourd'hui. Et donc comme je te l'ai dit, hein, Loïc, n'hésite pas en tout cas à intervenir avec moi. Franchement, c'est complètement friendly sur la discussion et c'est ouvert. Et il y a le Poine qui dit c'est top pour cet horaire, enfin pour moi en tout cas. Écoute, ravi que ce soit bien pour toi. En tout cas, je sais pas si c'est bien pour nous, mais on est bien là. Écoute, en tout cas, je sais pas si toi, tu as passé une bonne journée de travail, Loïc, mais voilà, on se détend, on est entre copains, et ça le fait. Laurent qui dit, je vais craquer sur ce Speed Editor. Pas encore, mais je te promets que oui. On est d'accord.
Si, un autre truc que je voulais vous dire, j'ai mis en ligne, alors c'est pas des émissions Twitch, mais j'ai mis en ligne 2 tests récemment sur 2 produits et je vous recommande d'aller sur la chaîne YouTube du Monde de Dayo. J'ai mis en ligne en fait 2 tests. L'un est un produit de chez Promise Technology qui est un stockage hybride entre le DAS et le NAS. Vous savez, le DAS c'est le stockage direct qu'on peut mettre sur un portable, un ordinateur pour avoir une grosse capacité, une grosse puissance. Et Promise Technology nous a fait quelque chose de hybride entre ce fameux stockage qu'on émet en direct et le NAS type Synology, QNAP. Ça doit être des marques qui vous disent quelque chose. Et on a effectivement le meilleur des deux, je dirais, dans ce produit. Donc regardez sur le Monde de Dayo, j'ai fait un test assez long, mais voilà. Et j'ai fait aussi un test pour ceux qui nous regardent, qui font de la réalisation sur VMix ou autre, du pupitre ultime. Je l'appelle le tueur de tous les contrôleurs de PTZ au monde, puisque c'est Skarhoj, S-K-A-R-H-O-J, ce que j'ai du mal à le dire. Et le PTZ Pro est vraiment, à mon avis, à mon sens, le meilleur contrôleur que vous pouvez trouver pour globalement piloter n'importe quelle caméra PTZ. Et j'ai fait un test complet avec une petite Canon. Et je remercie en direct Nathan Cunier de la 3e Harmonique Production de m'avoir prêté ce petit joujou avant de lui livrer. Donc allez sur YouTube, regardez les vidéos et n'hésitez pas à me faire vos commentaires, j'y réponds systématiquement, ça fait plaisir de les partager avec vous. Allez, on revient à nos moutons, partie 1, on est parti. Alors, streamer en 60p, pourquoi faire ? Pourquoi les 60p? Est-ce que toi, streamer qui nous regarde, tu sais globalement à quoi ça sert et à quoi ça correspond le 60p? Alors, dites-moi sur le chat si pour certains vous avez déjà fait des streams dans ces formats-là, mais le 60p, pourquoi pas déjà du 50p? Alors, il y a peut-être un truc que certains ont pas su. Bon, moi, c'est ce que j'ai appris à l'école d'audiovisuel quand j'étais plus jeune. Le 25 images, le 30 images et ensuite le 50 et le 60, à la limite, Loïc, n'hésite pas à corriger mes bêtises si je me trompe, mais à une certaine époque, ça correspondait aussi, il y avait un lien entre la tension électrique et les nombres d'images qui étaient affichés à l'écran. Donc en Europe, en France, on était à 25 images, c'est ça, j'ai raison Loïc? Tout à fait, lié aux 50 Hz de notre secteur électrique, oui. Exactement, lié aux 50 Hz. Et aux États-Unis, eux, ils étaient à 110 volts à 60 Hz. Donc c'est vrai qu'on a hérité dans les formats de captation, les caméras. Au départ, on était en 25 et plutôt 30. Enfin, il y avait même du 29-97. Alors, je passe les formats un petit peu bizarres. C'est le passage à la couleur qui a nécessité le passage au 29-97. Exactement. Oh là là. Alors, je sens qu'on va. Alors, franchement, si vous nous regardez ce soir, je crois qu'avec Loïc, on va apprendre pas mal de choses parce qu'en plus, il fait des articles dans MediaQuest. Alors, on peut faire un petit peu de pub quand même. Placement de produits. MediaQuest, voilà. Très bon journal dans la profession. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous abonner, aller sur leur site. Monsieur Lardon nous dit Ah, salut Monsieur Lardon, j'avais même pas vu que tu étais là. Oui, alors le 60p a un intérêt pour le gaming, j'allais y revenir. Sur Twitch, effectivement, vous avez beaucoup de gens qui streament du jeu vidéo. Alors si, effectivement, on stream du jeu vidéo, les joueurs de jeux vidéo, ils aiment bien avoir un framerate de plus en plus rapide, on est d'accord, Loïc, là-dessus? Tout à fait. Et donc c'est bien pour le jeu vidéo, mais bon, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Il y a aussi le monde de Dayo, et pas seulement. Donc, moi je vous le dis, je stream l'émission en 1080p, 25 images. Est-ce que ça va servir à quelque chose de foot à 30, à 50 ou à 60 ? Non, ça va servir à rien. Qu'est-ce que ça va faire en fait? Qu'est-ce que ça va poser comme problème? Ça va faire turbiner probablement plus mon ordinateur. Ça va utiliser 2 fois plus de quantité de data enregistrée ou streamée, parce que quand vous passez de 25 à 30 à 60p, globalement on double en tout cas la quantité de données enregistrées, streamées. Donc on occupe plus les tuyaux sur internet et on est loin de la sobriété. Alors je vais faire mon petit côté écologique, vous me connaissez, j'aime bien un petit peu raisonner les gens. Faire du 60p sur ce genre d'émission qu'on fait nous, ça sert strictement à rien. Voilà. Ah, il y a la régie de Jules qui dit je veux bien te voir en 8K HDR 120. Ultra réaliste. Ouais, ultra réaliste. Non, mais à un moment donné, il faut être... voilà, c'est un petit peu mon petit coup de gueule, c'est que les gens qui ne connaissent pas, qui ne cherchent pas à comprendre d'où ça vient et à quoi ça sert, pensent à tort que c'est plus je mets un gros chiffre et plus c'est
meilleure qualité, c'est faux. Regardez, on a 25p en 1080p 25, pardon. Je pense que le monde de Daio, c'est plutôt clean, n'est-ce pas? Donc voilà, pour de la discute, c'est parfait. Bah, c'est ce que dit Editor. Editor, il confirme bien ce que je dis. Pour du just chatting ou pour du plateau, c'est bien. Alors après, si, à quoi ça sert, Loïc? Allez, je te pose la question. À quoi ça sert de filmer dans des framerates élevés en montage derrière? Pour qu'on filme en 60, 120, voire 240. Là, tu parles de haute vitesse pour faire des ralentis, oui. Voilà. Ça peut servir pour ça, oui. Exactement. Donc effectivement, on filme à des fréquences plus élevées pour globalement avoir des ralentis qu'on rediffuse à 25 images par seconde, par exemple. Voilà. Il faut savoir quand même qu'on a été tous habitués, alors moi qui ai un âge un peu plus certain, toi aussi Loïc, puisque tu es beau gosse comme moi, je tiens à le préciser. Exactement. Voilà, parce que dans le monde de Daio, je n'invite que des beaux gosses. Donc voilà. Et exactement. Et ça limite les invités quand même, c'est dommage. Ouais, bon, d'accord. Bon, ce soir, j'ai invité un beau gosse. Ouais, je rattrape. Vous couperez au montage. Hein. Qu'est-ce que nous dit Editor? Editor, il dit pour le reste, je ne vois personne streamer en plus de 1080. Alors, je suis d'accord, ouais. Il n'y a personne qui stream. Alors, je ne sais même pas si Twitch permet de streamer en Ultra HD en 4K. Je suis pas sûr. Il y a Dog qui nous dit pour les lives musicaux, 50p c'est cool pour le flou mouvement. Exemple, les baquettes d'amateurs. Alors ça, c'est intéressant. Merci pour le commentaire. Effectivement, il y a des applications. Là, je te rejoins, Dodge, qu'effectivement, le 50p pourrait être utile. Mais encore faut-il que... Alors, faut faire gaffe, hein, captation multicam en 50p en Ultra HD. Si vous n'avez pas de serveur pour faire la captation, enregistrer les flux, et que vous mettez ça sur des cartes, si le concert il dure 2 heures, à mon avis, ça va être compliqué au niveau du stockage. Hein. Ça dépend du codec en plus qu'on utilise. Hein. Enfin bon. Jules qui dit sur Twitch 60 tu peux. Oui, je sais qu'on peut, mais on peut pas aller au-delà. Par contre sur YouTube, peut-être qu'on peut streamer dans des résolutions plus élevées, je crois. Mais je vous parlais aussi de mon coup de gueule, c'est aussi sur YouTube hein, globalement. Vous avez... Alors parlons un petit peu de... Est-ce que tu sais Loïc que... je ne sais pas si c'est vrai, j'en ai discuté avec notre réalisateur Jules, que je remercie d'être derrière la réalisation. Merci Jules, une fois de plus, de réaliser cette sublimissime émission. Je me fais des compliments parce que personne m'en fait. Non, je déconne, c'est ma femme à chaque fois qui dit « Mais pourquoi tu fais des compliments ?» Mais personne m'en fait, donc il faut bien qu'on en fasse en direct. Bref. Donc Jules, je ne sais quoi, j'ai perdu. Oui, il y aurait une légende urbaine qui dirait que comment dire, uploader en ultra HD, machin, je sais pas quoi, globalement, même si ton contenu il est HD, que tu triches et que tu l'envoies avec de l'ultra HD, tu es mieux référencé. Alors là, j'ai quand même du mal à croire. Hein. J'ai quand même du mal à croire que YouTube référence mieux des contenus en ultra HD qu'en HD. Je suis pas sûr. Je sais pas si Loïc, t'as creusé un peu le sujet. Si tu j'ai pas creusé du tout ce sujet-là, non. Je ne donnerai pas de fausses indications. La régie de Jules nous dit ça, mieux référencé. Ben, prouve-le-moi, Jules. Vas-y, envoie-moi l'article. Et où c'est que c'est écrit? Parce que je suis allé voir sur YouTube. Qu'est-ce qui référence mieux? En tout cas, quelles sont les clés pour être bien référencé? J'ai vu nulle part que c'était en tout cas la résolution. Hein. Donc voilà quoi. Voilà. Et l'info est intéressante à creuser, ouais. Ouais. Il y a Monsieur Lardon qui dit en règle générale la 4K grand public c'est un peu de la flûte. Bah ouais c'est ça. Enfin franchement dites-moi sur le chat mais vous pensez pas qu'il vaut mieux faire une belle image en haute définition avec du piqué bien réglé, une bonne caméra qu'une espèce de 4K dégueulasse comme on la voit un peu partout? Je sais pas. Hein, franchement moi, dites-le moi. Hein. Donc voilà, allez, bon, voilà, c'était la première petite partie. Voilà, je voulais juste débattre un peu là-dessus, mais je trouve qu'un peu de sobriété numérique, de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, on va peut-être être obligé d'en passer par là, oui, c'est clair. Bah ouais, streamez pas en 60p si ça sert à rien, ça consomme plus de bande passante, on n'arrête pas de le dire tous les jours, de l'entendre. Voilà, il y a quelqu'un que j'adore en ce moment là sur Quotidien qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, que je vous invite à écouter, qui, lui, pour moi, est un dieu du discours qui est en dehors de la langue de bois. Et donc lui, écoutez-le, et vous verrez effectivement que on peut peut-être effectivement, nous individuellement, faire mieux. Enfin bon, chacun fait comme il veut. En tout cas, je passe le message. Qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que c'est écrit? Je sais pas ce que tu dis, éditeur, encore. Ah.
Éditeur Grégoire Chevalier-No, pour ceux qui ne le connaissent pas, grand monteur avis, documentaire. Je fais ta pub, Grégoire. Voilà, si tu cherches un monteur digne de ce nom sur Avid Media Composer, tu contactes Editor sur Twitch et il se fera un plaisir de venir faire un montage de dingue chez toi. Allez, on continue, mais dis donc, vous êtes très actifs sur le chat, ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de messages ce soir, et donc j'essaye de pas les louper. Laurent Frépa, tu dis, vaut mieux que ton image soit propre en HD que de faire de la merde en 4K ou 8K. Beaucoup de personnes ont encore des écrans HD, bah ouais. Et je vous avouerai, je sais pas, mais moi j'ai une belle télé Ultra HD LG, je fais un peu de pub pour LG parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je l'annonce et je le tease, nous allons tester très prochainement pour la post-production des écrans de la gamme Ultra Fine LG HDR OLED en 27 pouces qui vient de sortir et en 32 pouces. Et donc voilà, donc dans une prochaine émission, vous verrez probablement ces beaux bébés qui sont à des tarifs tout à fait abordables par rapport à ce qui existe chez Sony ou chez d'autres marques comme ça. Là, on parle de moniteurs à... C'est quoi, c'est 25 000, 30 000, hein, Loïc, hein, les gros écrans... c'est dans cette gamme de prix-là, oui. C'est dans cette gamme de prix-là. Voilà. Bon, après, bien évidemment, je dis pas que le prix se justifie sur ces moniteurs-là, mais quand on a des produits qui sont quand même 7 fois moins chers, qui s'en approchent, c'est plutôt pas mal. Ok, allez, on continue. Partie 2. Je voulais vous donner un retour d'expérience. Donc, alors, attendez, il faut que je change d'écran. Je vais perdre un peu le chat, vous m'excuserez. Je vais aller sur cet écran-là et je vais reprendre le clavier du MacBook qui est là, en espérant... Là, je te pose une question, si tu as peut-être la réponse. Vas-y. Sur les moniteurs LG que tu vas recevoir, est-ce qu'il y a de la calibration hardware possible ? Oui, ouais, justement. Alors, il y a deux choses. Ils sont... Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse sur le chat, dites-le nous. Attendez, je vais essayer de suivre le chat, en fait, sur mon téléphone. Ce sera peut-être mieux. Bougez pas. Voilà, tac, est-ce que je peux avoir le chat ? T'as pas un prompteur en 8K ? Pas encore, mais bon, je vais demander ça à mon 8K 120p ? Exactement. Je vais demander à mon sponsor comment on fait pour avoir le chat sur le téléphone, ma chaîne. Je voudrais lire vos messages, les amis. Voilà. Ah, c'est là, je crois. Voilà, c'est bon, j'ai le chat. Tout va bien. J'ai le chat. Alors, tu me disais quoi ? Ta question, c'était Loïc ? Juste avant, je te parlais des moniteurs LG, savoir s'ils avaient de la calibration hardware. Oui, ils ont enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a été confirmé par téléphone et vous le savez peut-être pas, mais ils fonctionnent aussi avec un produit que j'aime beaucoup utiliser qui est Calman de la société Portrait Display. C'est vraiment l'un des outils de référence pour calibrer un écran et pas seulement pour l'audiovisuel. Hein. Moi, j'ai même calibré avec cet outil-là ma télé dans le salon et je peux vous assurer que le résultat, c'est même surprenant parce que tu trouves pas, Loïc, que la plupart des écrans, dans les réglages de base, ils sont très bleus au niveau du... On dit toujours que... Clairement, on en avait parlé avec Hervé Petit, que tu connais peut-être, qui est aussi un des spécialistes des écrans. Et effectivement, les écrans sont au départ très, très bleus pour attirer l'œil. Et les écrans en rayon, d'ailleurs, bon, ça c'est une autre discussion, mais en rayon vont être... poussé en termes de saturation et en termes de balance des blancs vers une balance très froide puisque ça attire l'œil et ça apparemment ça vendrait plus il y a plus d'écrans à être vendus à partir du moment où on tire vers le bleu, donc oui, de toute façon Sauf que mais la calibration est un point très important. Tu parlais de MediaQuest, si on peut faire la pub, effectivement on parlera de calibration aussi dans un prochain article sur MediaQuest. Ouais, parce que ce qui fait bizarre, alors moi pour l'avoir vécu, je sais pas si vous sur le chat vous l'avez vécu, j'essaie de garder le chat en même temps. Moi quand je calibre mes écrans, tout d'un coup j'ai l'impression que mon image tend plus vers quelque chose de plus chaud, jaune, enfin tu vois un peu. Souvent quand ça vient d'usine, effectivement, et de la calibration. Quand on fait nous-mêmes la calibration, on perd ça. Le bleu effectivement est très estompé, on revient sur quelque chose qui est chaleureux, mais comme on est tellement habitué à bouffer du bleu à tire-larigot, moi je dis que c'est un complot des opticiens parce qu'ils vous vendent des lunettes avec des filtres anti-bleu. Donc voilà, si tu es complotiste et que tu regardes le monde de Dayo, à mon avis, les opticiens ils y sont pour quelque chose. Hein. Avec les Japonais, bien sûr, parce que voilà, c'est de leur faute. Alors, nous avons un nouveau follower qui vient d'arriver, Christophe Dehaene. Bienvenue dans le monde de Dayo. Merci pour ton follow. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. On va lancer tout à l'heure le concours. Je vous fais gagner ce soir avec notre partenaire DID Technologies. Je vous fais gagner ce joli petit bébé que j'ai sous la main, le Speed Editor, puisque c'est quand même le principal accusé
de cette émission. Faites entrer l'accusé, il est là. Donc, notre partenaire DID Technologies, partenaire de cette émission, vous offre un Speed Editor. Alors, il y aura un tirage au sort qui sera fait tout à l'heure. Je lancerai le concours et vous pourrez effectivement vous inscrire pour participer. Et pour vous inscrire et participer et tenter de gagner, il y a plusieurs conditions. Il faut déjà follow impérativement la chaîne, parce que si vous ne followez pas la chaîne Le Monde de Dayo, vous ne serez pas tiré au sort. Donc voilà, ça c'est le premier truc. On est diffusé aussi en direct sur Facebook et sur YouTube. Et donc si vous nous regardez sur YouTube ou Facebook, il est encore temps de créer un compte sur Twitch et de follow la chaîne et de tenter de gagner le Speed Editor. Voilà, on stream aussi sur les autres plateformes, mais l'idée, et je vais pas récupérer les chats des autres plateformes, c'est quand même on privilégie Twitch ici, parce que Twitch est vraiment un outil super bien intégré pour, on voit tous vos messages là sur le chat en direct, et ça me fait chaud au cœur ce soir. Vous êtes vraiment très bavard et moi je suis content, ça c'est cool. C'est cool, en plus tous les copains sont là aussi, donc voilà, Monsieur Lardon, la régie du jeu, l'éditeur, Laurent Frépas, et puis tous ceux qui sont pas, enfin des copains, vous êtes tous des copains en fait, excuse-moi, je peux pas faire de... Si je commence à privilégier quelques followers, les autres ils vont dire, c'est qui ce gars? Bon, arrêtons les bêtises. Jules, il faillote là, non, arrête de failloter sur le chat. Lui il veut vraiment gagner, t'as pas le droit de jouer. Donc j'en étais où? Oui, j'en étais sur le... Alors allons sur notre ami, voilà, tac, notre ami le M1 Max. Donc vous l'avez vu au mois de novembre et j'ai halluciné parce que je sais pas ce que t'en pensais, Loïc, si t'as regardé la keynote en direct. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression qu'Apple avait fait une keynote pour nous, pour les pros de l'audiovisuel. T'en penses quoi toi? Ah ouais, clairement, ça faisait chaud au cœur, ouais, ça. Ouais. C'était presque inattendu, ouais. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont venus nous voir et puis ils ont dit bah tiens, on vous fait une keynote spéciale avec un produit spécialement pour vous. Donc je vous avouerai honnêtement que j'ai craqué. J'avais un MacBook de 2013, donc je suis passé de 2013 à 2022. Donc je pense qu'en termes d'amortissement d'usage de l'ordinateur, légitimement je pouvais commencer à passer sur autre chose. Surtout pour monter des vidéos avec les caméras que j'utilise, ça commençait à devenir un peu compliqué. Donc, j'ai pris une Bestia sous la main qui est un M1 Max 64 Go 2 Tera de stockage en 16 pouces. Et alors, alors attendez, je sais pas si... bon, je vais pas vous... je ferai pas d'ailleurs de vidéo comme beaucoup en ont fait, de déballage, de présenter toutes les caractéristiques. Vous en avez des centaines en fait sur Internet. Moi, je vais plutôt vous témoigner pendant quelques minutes l'usage que j'en ai. Donc voilà, moi je suis dans l'audiovisuel, je vends des équipements, je fais aussi le monde de Dayo que vous connaissez maintenant. Je bosse sur Avid, sur Resolve, Pixelmator pour la photo, sur Capture One pour le traitement de photos. Et donc je suis sur pas mal d'outils qui sont quand même assez gourmands en termes d'usage de GPU. Et ben j'ai pris une sacrée claque quand je suis arrivé sur cette machine, puisque vraiment en termes de puissance c'est bluffant. C'est tellement bluffant que je vais vous montrer un comparatif. Alors attendez, je vais essayer de le charger. Pas pousser que je les ai mis les vidéos. Elles sont là. Non, elles sont dans... Mince, je vais vous trouver ça. Mais en gros, je suis allé en fait filmer sur un Mac Pro. Donc vous savez les Mac Pro 2019 qui sont sortis d'Apple avec des processeurs Intel et des grosses cartes. C'est quoi déjà les cartes Loïc? C'est des AMD, des Radeon. Ouais, des Radeon, c'est ça. Et donc il y a... Alors attends, je voudrais... Voilà, résultat Mac Pro, c'est ça que je voulais vous montrer. Est-ce que à la régie, je sais pas si tu dois bien avoir mon écran qui est là. Voilà, donc je vous montre... Alors peut-être pas ce résultat-là, non, je vais vous montrer un autre. Je vais vous montrer plutôt le Rocket Science, voilà. Je vous montre ça, c'est le résultat que j'ai fait sur un Mac Pro. Donc vous allez voir, c'est un 16 cœurs, donc avec 32... voilà. Et donc, regardez bien la vitesse. Donc on voit en haut à gauche qu'on est à 32 images par seconde. Donc il y a un test, je ne sais pas si vous connaissez, sur DaVinci Resolve, il y a un test qui permet globalement de faire turbiner, et vous le voyez d'ailleurs, regardez bien, j'ai enregistré on le voit, le moniteur du GPU et du CPU. Alors le CPU il bosse moyennement, il est tranquille, par contre le GPU sur la 5700, vous le voyez, il est quasiment au taquet, hein. On est à 76% d'utilisation du GPU. Ok. Donc ça c'est sur un Mac Pro qui coûte
10 000 € à peu près. 10 000 € pièce. Sans les roulettes. Sans les roulettes. Sans les roulettes. L'option roulette. C'est une... T'en as déjà vu un, toi, Mac Pro avec des roulettes? J'en ai jamais vu, moi. Ah, j'ai pas vu avec les roulettes, non, mais c'est vrai que l'option roulette m'avait fait beaucoup rigoler. Oui. Ah, c'est comme l'option, alors je sais pas si vous avez vu sur le chat, alors attends, faut que je rallume mon téléphone parce que j'ai perdu le chat. Je sais pas si vous avez vu, mais Apple, ils ont sorti une chiffonnette à 30 €, je crois, c'est ça? Ouais. Une chiffonnette à 30 €. Alors bon, si c'est pas pour faire le buzz, franchement, mais ils sont forts, Apple. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Qu'est-ce qu'il dit sur le chat? Premier live pour moi, c'est hyper intéressant. Merci Maxissi pour ton commentaire et bienvenue sur le monde de Dayo. Ça me fait plaisir en tout cas, voilà. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas et qui débarquent sur le monde de Dayo, on parle d'audiovisuel, mais pas que. Donc on a quand même une grosse composante audiovisuelle. Donc on est des professionnels, j'invite des professionnels. Et vous êtes aussi des professionnels ou pas sur le chat. Et en tout cas, on partage, on échange. Ok. Voilà, donc ça, la vidéo que je vous ai montrée, c'était un Mac Pro avec une Radeon 5700. Maintenant, je vais vous faire un test en direct du même projet sur mon M1 Max et vous allez voir le résultat. Donc, on va fermer ce projet-là. Alors, je sais pas si en attendant, tu veux nous faire une petite musique d'attente. Non, c'est vrai que du coup, tu parlais des M1 Max, mais en attendant que tu charges, même ce qui est impressionnant, c'est même le M1 qui devient un appareil extrêmement bien placé, entre le M1 du Mac Mini et le M1 du Mac Pro M1. On est sur des produits d'Apple très peu chers avec un rapport prix-puissance assez intéressant, quoi. Ouais, sauf que le problème, c'est que moi qui ai quelques machines, quelques Mac Pro 2013 ou quelques MacBook Intel, là, la décote sur l'occasion, alors là, franchement, si tu essayes de vendre ton MacBook maintenant, ça vaut plus grand-chose. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, si, l'intérêt, c'est pour la planète. Voilà, achète un MacBook Intel d'occasion, je suis sûr qu'il y en a plein qui en ont à vendre. Le M1 Max, ça te servira pas de toute façon. Et puis au moins comme ça, on va faire de la sobriété énergétique. Bon, non, c'est bien l'occasion. Franchement, à la limite, faut donner une seconde vie au produit. Mais c'est vrai qu'à mon avis, le marché de l'occasion, il a dû s'écrouler. Hein. J'ai pas regardé, mais je crois que Mac Forever, c'est pas Mac Forever. Non, non, je crois pas qu'ils mettent la cote des machines d'occasion. Mac Forever, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je les salue. Si Mac Forever nous regarde ce soir, j'adore vos vidéos. Franchement, j'aime beaucoup. Et je crois que vous mettez effectivement un indicateur avec des flèches vers le haut ou vers le bas sur le prix et des couleurs pour l'intérêt d'acheter telle ou telle machine en fonction de son ancienneté. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Lardon? Monsieur Lardon nous dit... Éditeur, attends, vous parlez de quoi? 24 heures d'autonomie, c'est 2 fois plus qu'avant. Bah, c'est ça, enfin, si on peut parler, Loïc, 2 secondes du M1 Max et de la puissance, on est bien d'accord que Intel vient de nous sortir une annonce avec du i9, c'est ça? Une nouvelle génération de i9, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Tout à fait. Et le problème, c'est qu'ils arrivent à des performances plus ou moins équivalentes à ce que fait Apple, mais avec une consommation énergétique qui est 3 fois plus importante, je crois. Hein. Là où Apple est à 30 ou 40 watts, eux, ils sont à 120 ou 150 watts, hein, c'est ça. Hein. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça. Ouais. Enfin bon, donc voilà, pour revenir là-dessus, donc je vous lance le test, sans plus attendre, le Rocket Science, on se met en mode color, et on met play, et je remets le moniteur pour que vous voyez. Et donc là, c'est parti. Donc vous allez voir ce qui se passe sur mon M1 Max. Donc nous sommes à peu près à 30 images par seconde. Donc en fait, on a à peu près le même framerate que le Mac Pro à 10 000 boules qui est à mon bureau. Sachant que celui-là coûte 3700. C'est pas donné, mais c'est quand même 2 fois et demi moins cher que le Mac Pro. Ok ? Et là, vous voyez que le petit bébé, voilà, le M1 Max, il est à donf. On est à quoi? 93% d'utilisation du GPU. Donc, alors peut-être que, je sais pas si tu le sais toi Loïc, peut-être que la Blackmagic aussi optimise mieux peut-être la gestion du M1 que les... Alors il est bien optimisé, il a été optimisé pour le M1. C'est vrai qu'il y a des annonces sur un vrai travail qui a été fait sur le M1 et des annonces de puissance même entre la version, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais en tout cas les dernières versions ont gagné en puissance sur le M1, donc c'est vrai que les comparaisons là sont peut-être un petit peu flatteuses vu le travail qui a été fait de l'optimisation M1. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait j'aurais pu merci la régie de Jules pour les bits, c'est très sympa. Merci bien. J'aurais pu vous sortir des benches comme ils font tous avec tous les outils de bench, mais en fait ça veut rien dire quoi. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre avec ces satanées machines, c'est que
je sais pas, j'ai exporté. Alors, quand on fait un live comme ça, souvent je remonte l'émission pour couper 2-3 petits passages pour cleaner le replay sur YouTube. Et je sais pas, une émission qui dure 1h30 en Apple ProRes, je l'exporte en 4 minutes. 4 punaises de minutes, les gars. 4 fucking minutes. Wow, oh my god. Non, c'est un truc de dingue, quoi. 4 minutes pour exporter 1h30 d'émission. Alors après, oui, si vous mettez des couches, des effets, des machins sur Resolve ou sur d'autres choses, ok. Mais juste l'export ProRes en 4 minutes d'1h30, mais c'est un truc de gueudin. Franchement, t'as même pas le temps d'aller boire un café et de fumer une clope. C'est pas possible. Donc, ils vont faire la gueule, hein. Ils vont faire, à mon avis, ils vont faire des grèves bientôt, les monteurs dans. Alors, peut-être pas dans les boîtes privées, mais dans le service public, tu vois. Ah putain, on n'a plus le temps, les machines sont trop rapides, on peut pas fumer ou boire un café, c'est n'importe quoi. Bref, y a Dodge qui me dit en 4.2.2 HQ. Je t'avouerai que j'ai pas fait de bench en fait sur le ProRes utilisé, mais j'ai l'impression que, de toute façon on le sait, Apple sur le M1 a optimisé de toute façon l'écriture et l'export de ce codec. Donc, franchement c'est fabuleux quoi. Voilà quoi. Et il y a M. Lardon qui dit 4 minutes c'est moins long que de nettoyer l'écran avec la chiffonnette. Ok. Et même sur les M1, ce qui est impressionnant, c'est que même le format RAW de Blackmagic, le Blackmagic RAW marche très très bien, quoi. C'est une rapidité de travail. Ouais. Ça, les nouveaux formats RAW d'ailleurs sont assez impressionnants en termes de qualité et de travail du fichier RAW, tout en ayant une souplesse, et surtout sur ces machines comme les M1 ou encore plus les M1 Pro et les M1 Max. Voilà, c'est vraiment du plaisir de travailler avec ces nouveaux médias. Tu peux nous en dire plus sur justement le Blackmagic RAW, parce que c'est vrai que parce que pourquoi utiliser, enfin quand on tourne, je sais pas, sur des prods pour Netflix et tout, il y a souvent des caméras ARRI ou des trucs comme ça avec des codecs un peu propriétaires. C'est souvent converti en format de travail. C'est quoi? C'est souvent du ProRes dans la plupart du cas ou pas? Ça dépend. Après, en partie des talos, idéalement, si on a tourné en RAW, on va travailler avec le RAW. Mais ouais, parce que le RAW, ta question, du coup, par rapport au Blackmagic RAW, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à d'autres formats en fait? Moi, je le connais pas, hein, donc je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas de caméra Blackmagic ici, mais alors, le format Blackmagic RAW, bon, c'est un des formats RAW avec pas mal d'options en termes qualitatifs. Donc, on a toute une palette de débits différents et de qualités différentes, mais il y a une souplesse d'utilisation qui est essentiellement due, sans connaître, parce qu'il y a une petite, on va dire, soupe interne, et il y a en tout cas une technologie interne qui est pas totalement livrée, on connaît pas tout, mais on sait qu'il y a une partie du traitement du fichier RAW qui normalement est fait en post-prod, et là il y a une partie qui est faite dans la caméra. Voilà, une partie de la débayorisation qui est fait dans la caméra, ce qui permet du coup une souplesse plus grande au niveau de la post-prod, puisque du coup ça va être un traitement RAW moins lourd que d'autres RAW. Alors, même s'il y a d'autres fichiers RAW qui ont été... Je t'arrête tout de suite, Loïc. Dans l'émission Le Monde d'Ayo, tout le monde ne connaît pas ces termes savants et techniques que nous utilisons seuls, nous, dans le métier, qui nous comprenons entre nous. Non, la débayorisation, ce que tu peux traduire pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Tout à fait. Alors déjà, les fichiers RAW, pour effectivement ceux qui n'utiliseraient pas de fichiers RAW au quotidien, le principe du fichier RAW, un petit peu comme en photo, ça va être de filmer... alors, je symbolise, hein, mais au lieu dans la caméra d'avoir un traitement des images RVB qui deviennent YQV, là je commence peut-être à parler un petit peu chinois pour certains, mais en tout cas il y a un traitement numérique, on va mettre une courbe de gamma, on va mettre des filtres, de la netteté, la balance des blancs, enfin tous ces traitements qui sont faits, et après on enregistre le signal vidéo avec notamment l'espace colorimétrique choisi, etc. En RAW, on a un intérêt qui est énorme en post-prod, c'est que tout ce traitement numérique, les choix qui sont faits par le chef-op, etc., sont enregistrés en tant que métadonnées. Donc, on va enregistrer les informations, pour faire très simple, issues du capteur, plus des métadonnées qui sont les métadonnées d'interprétation. Et ça nous laisse en post-production, notamment rien qu'une chose super simple, enfin super intéressante, c'est qu'on peut changer la sensibilité. Vous savez, sur votre caméra, quand vous réglez la sensibilité, donc ça va jouer par rapport à la luminosité que vous allez avoir. Si vous cramez une image parce que vous avez mal réglé votre sensibilité, en fichier normal, c'est pas récupérable. Ici, la sensibilité, c'est une métadonnée. Donc, si tant est qu'en termes d'ouverture de votre objectif, vous avez été dans une gamme... Parce que tu peux quand même cramer ton image, même si... Alors, on peut quand même cramer dans une image, mais on a la sensibilité. Enfin, en fait, on peut cramer l'image par rapport au choix optique, mais on a quand même une plage dynamique qui est beaucoup plus grande. On va exploiter une plage dynamique qui est beaucoup plus grande, et on se limite pas
avec les choix de sensibilité. Et la balance des blancs, c'est une métadonnée, donc pareil, si on a un canal qui est cramé à cause d'une mauvaise balance des blancs, on peut la récupérer. L'espace colorimétrique, c'est aussi une métadonnée. Enfin voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont des métadonnées. Et alors, tu me parlais de débayerisation. En fait, un capteur de caméra de cinéma numérique, c'est un petit patchwork de pixels verts, rouges et bleus. D'ailleurs, il y a 2 fois plus de pixels verts habituellement que de pixels rouges et de pixels bleus parce que l'œil est plus sensible aux informations dans le vert. Et en fait, il faut débayeriser parce que si on regarde une image bayerisée, c'est pas regardable. En fait, les pixels sont un peu placés d'une certaine manière. Il faut la débayeriser pour obtenir l'image normale. Et déjà, ce traitement-là peut prendre un petit peu de temps en post-prod. Et effectivement, dans le fichier de Blackmagic Raw, il y a une partie du traitement qui est fait dans la caméra pour alléger la post-prod. Ok, parce que c'est un terme que j'ai pratiquement entendu uniquement que quand on parlait d'étalonnage, la débayerisation. C'est que dans l'étalonnage qu'on parle de ce terme-là ou même dans le montage? La débayerisation, ça vient sur les fichiers RAW, puisque sinon la débayerisation est faite en interne dans la caméra. Pour un fichier, un autre fichier, il n'y a pas à parler du terme de débayerisation. D'accord. Mais la débayerisation est faite sinon dans tout capteur. On parle de monocapteur, mais maintenant la majorité des caméras sont des capteurs monocapteurs. Le terme de débayerisation vient des capteurs des monocapteurs. Ok, d'accord. Bon, c'était l'instant tech. Merci Loïc. Mais c'est un peu compliqué de le présenter. Ouais, voilà, il faudrait avoir des documents. Sans avoir de schéma sous les yeux, mais. On est d'accord. Ok, alors pour finir juste sur le M1 Max, en gros, si vous êtes vraiment dans l'usage, vous commencez à avoir un portable ou même un ordinateur fixe, puisque ça compte. La preuve, c'est que par rapport à un Mac Pro, finalement, c'est quand même beaucoup plus transportable dans son sac à dos que le Mac Pro qui pèse quand même 25 kg. Et si c'est utile, alors ça coûte cher, tout est relatif selon les personnes, mais c'est, je pense, et pour avoir travaillé sur plusieurs générations de MacBook Pro, vraiment, c'est des machines qui sont durables, fiables, et franchement, qui sont increvables, quoi. C'est-à-dire que même les MacBook, ils ont une seconde vie. Enfin, moi, j'en ai passé à un de mes gamins pour qu'il bosse sur Mac, quoi. Donc, un MacBook 2013, il est très heureux déjà d'avoir un MacBook 2013. Non, mais où mais donc, pour les médias, pour le montage, pour la photo, ouais. Alors, pour l'audio, le montage son, ne prenez pas de M1 Max, ça sert strictement à rien. Par contre, alors ce qui est génial, je me permets de te couper, mais sur toute la série M1, M1 Pro, M1 Max, ce qui est génial, c'est qu'ils sont fanless, il n'y a pas de ventilateur. Et ça, pour le son, c'est... attends, il y a quand même des ventilateurs, moi, dans mon MacBook. Sur ton Mac M1 Max ? Ah ouais, il y a des ventilos, ouais. Il y a des ventilos. Alors, parce que sur les M1, en tout cas, il n'y a pas... Alors, moi, j'ai un M1 là sous la main qu'on m'a prêté. Oui, le MacBook il n'y a pas de ventilo. Ouais. Et je sais, faudrait que je vérifie d'ailleurs sur les M1 Max. Si, il y a des ventilos parce qu'effectivement, j'ai vu d'ailleurs quand tu prends une caméra Turning, tu vois effectivement où le flux d'air il sort sur l'écran et il y a des mecs qui disent que peut-être que dans le temps, dans le vieillissement, ça peut marquer un petit peu la sortie d'air. Surtout si tu le fais turbiner. Mais franchement, pour les faire turbiner et les entendre, faut y aller. Faut vraiment. Ouais. Si. Il y a des ventilateurs. Ouais. Il y a des ventilateurs, je te le confirme. Mais effectivement, la température, elle monte pas énormément. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chat? On en est où? C'est la régie de Jules qui nous a explosé le chat. Que dit Twik? Pour ceux que ça intéresse, cherchez mosaïque de Bayer sur les capteurs. C'est de là... cherchez mosaïque de Bayer sur les capteurs. C'est de là que vient le terme de débayerisation. Merci pour cette information. Merci pour cette info. Merci. La mosaïque de Bayer. Effectivement, on en apprend tous les jours et c'est un peu le but en fait de l'émission. Voilà, donc mais en gros, si vous faites de l'audio, je suis pas sûr que ce soit intéressant. À mon avis, il va y avoir de nouvelles machines qui vont sortir dans pas longtemps. On attend un Mac Mini M1 Max ou un M1 Pro parce que ça me paraît être l'évolution native de tout ça. J'ai entendu parler des rumeurs d'un iMac Pro M1 Max, peut-être. On verra. Ouais, j'ai entendu ça également. Voilà. Et par contre, pour l'instant, le fait d'avoir une version Mac Pro en M1 ou M2, je sais pas. Pour l'instant, non, je crois pas. En même temps, le Mac Pro il est de 2019, on est en 2022, c'est un peu tôt pour le changer celui-là. Donc voilà. Tu nous as partagé cette histoire de capteur, c'est ça? Exactement, une matrice de Bayer, ça ressemble à ça en fait, avec les 2 fois plus de pixels verts que de rouge et de bleu, mais en fait si on regarde bien, effectivement pour créer chacun des pixels, en fait il y a un petit savant calcul, qui est pas si savant que ça, mais
En fait, il y aurait un pixel, puis un pixel ici, mais après, en fait, faut débayeriser pour pouvoir obtenir les informations des pixels normaux, quoi. Des mélanges rouge, vert, bleu qui nous font chaque pixel. Ok, ça roule. Voilà, qu'est-ce que nous dit l'éditeur ? Ceci dit, les bons chefs op ne sont pas tous ok pour laisser trop les codées franches aux étalos. Ah tiens, est-ce qu'il a raison, éditeur, quand il dit ça, Loïc ? Là, il y a des discussions larges entre, effectivement, il y a des discussions artistiques, mais on avait même entamé une discussion ensemble. On pourrait aller plus loin sur la discussion de l'évolution des gamutes, des espaces colorimétriques ou du format HDR, qui est une discussion qui m'intéresse beaucoup et que j'ai régulièrement, mais qu'on pourrait pousser. Là, pour être franc, faudrait avoir des chefs op et des réalisateurs avec nous, parce que là, moi, je vais me placer plus de la catégorie de ma partie étalonneur, et c'est des discussions super intéressantes en fait entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire de l'image ? Est-ce que l'image, tu parlais tout à l'heure justement de 60p ou de 120p, tout ce qui arrive maintenant sur l'image, notamment, alors en fait ce qui va arriver comme évolution de l'image, c'est le HDR, plage dynamique étendue, le espace colorimétrique étendu, donc le wide gamut, et également, ce que tu parlais tout à l'heure en 60p ou alors jusqu'au 120p, c'est ce qu'on appelle le HFR, le High Frame Rate. Tout ça mis bout à bout, ça donne des images ultra réalistes. Et effectivement, les chefs opérateurs et les réalisateurs, ces notions d'image ultra réaliste, là on est encore sur un autre débat que de donner la coudée franche aux étalonneurs, mais ces images ultra réalistes font beaucoup parler les chefs opérateurs et les réalisateurs, qui eux se sentent un petit peu frustrés, je sais pas, mais qui du coup sont pas forcément hyper enclins à aller vers ces images-là, quoi. Alors sans mettre les gens plus anciens dans une catégorie, les gens plus jeunes, est-ce que aussi c'est pas une histoire de génération et de culture ? Parce que quand tu grandis avec l'image péloche, le grain, le 24p, et que tu as grandi là-dedans, effectivement, on va dire c'était mieux avant, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des prods qui sont faites justement avec ce que tu viens de décrire, des images beaucoup plus lises, des trucs de dingue, qui n'apportent pas aussi c'est toujours pareil, qui sont top sur certains produits, voilà. En termes de documentaire ou d'image nature, ça peut être très très bien. Faut réfléchir à ce que ça peut donner en termes artistiques, sachant que moi, du coup, c'est des formats. Moi, je suis plutôt enclin et très friand de ce genre de choses-là, mais c'est vrai qu'artistiquement, ça pose des questions. Après, ça pose des questions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on travaille plus en termes justement d'éclairage, de choix d'optique, et que l'esthétique que l'on va donner, on va la faire sur un travail qui va être plus grand, alors que si il y a un vrai débat à avoir, mais là, ça demanderait une émission complète et qu'on soit. Mais je suis prêt à t'accompagner pour essayer d'inviter les bonnes personnes et de faire une émission là-dessus. Ça serait passionnant. Ouais, je connais un autre aussi qui sera passionné, c'est Thomas Eberschweller, notre chroniqueur qui vient de temps en temps. Clairement, tout à fait. Voilà, donc on fera une émission là-dessus, c'est une bonne idée. Il y a l'éditeur justement qui nous dit c'est la différence entre la technique et la créativité. Du coup, pour le montage, on nous fournit des luttes. Bah ouais, c'est vrai. Souvent, on applique des luttes sur les rushs qu'on vous fournit. Alors, il y a des luttes, si je peux me permettre par rapport aux luttes. Du coup, on parle de DaVinci Resolve, et il y a aussi maintenant les luttes qui permettent effectivement de convertir l'espace colorimétrique d'une caméra vers un espace colorimétrique de travail. Mais dans DaVinci maintenant, et même dans Bezlight, puisque tu parlais de ton ami qui a un peu travaillé chez Bezlight, on a un autre mode qui consiste à changer la science colorimétrique de logiciel pour s'adapter à la caméra, et c'est encore plus puissant que les luttes, puisque du coup ça permet de travailler dans un espace colorimétrique commun avec des caméras qui, venant d'origines différentes, donnent un résultat qui se veut être équivalent. Et ça permet d'aller de pousser encore plus loin. Le travail avec les luttes, c'était le travail habituel quand on a des caméras traditionnelles, mais du coup le travail, ce qu'on appelle color manage dans DaVinci, est vraiment intéressant aussi. D'accord. Pour ceux qui s'intéressent à l'étalonnage, je vous invite à aller voir ce qu'on peut faire avec les fonctions color manage, c'est plutôt bien. D'accord, c'était un message du syndicat de la lutte finale. Désolé. La fameuse blague de la lutte finale. La lutte finale, obligé, excusez-moi, mais on a tous un passage à vide dans la vie. Oh putain, excusez-moi. J'ai mangé un clown ce soir, on va arrêter. Non, je crois que j'ai croqué une pomme. Oh putain, Dayo, ce soir, t'es chaud patate. Allez, on va passer à la partie 3, on va passer à notre ami le Speed Editor.
Donc le Speed Editor, c'est la grosse partie de l'émission, puisque globalement, ce joli petit produit que j'ai sous la main, vous le voyez là, il est là, vous le voyez. Alors c'est pas hyper pratique pour moi, parce que pour que vous le voyez bien, il a fallu que faudra que je me contorsionne globalement pour vous en faire une petite démo. Mais ouais, tiens, voilà. Merci Loïc. Merci Loïc. Et d'ailleurs, je vais chercher, tiens, je vais vous montrer, je vais chercher à quoi ça ressemblait. Normalement, RM450 Sony, ça devrait vous parler. Tiens, ouais. Oui, alors j'ai un peu balancé l'information, mais sur le chat, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble le plus dans les pupitres broadcast utilisés légendaires dans le montage de, comment on appelle ça, linéaire, c'est ça? Bande à bande? Allez, sur le chat, dites-nous. Un Blackmagic Speed Editor, ça vous fait penser à quoi? Allez, je fais la petite musique d'attente. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un décalage aussi de quelques secondes. Alors les gars, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que je vais le trouver surtout? Non. T'as pas mis d'espace, c'est peut-être ça, non? Sur RM450 Z. Voilà, ça peut-être mieux. Ah, voilà. Le voilà. Attends, on va dégager ça. Bing, bing. Et voilà. Non, mais pas sûr. Bon, ah tiens, on peut en acheter pour 200 balles. C'est le prix d'un Speed Editor. Bon, je sais pas ce qu'on peut en faire aujourd'hui, honnêtement. Voilà à quoi ça ressemble le Speed Editor. Ça, je pense que ça s'est quand même largement inspiré. Alors, BVE 9000 Editor presque, mais vraiment, la RM450 de Sony, moi j'ai travaillé dessus avec des Betanumes et, dans ma jeunesse. Et voilà, en tout cas, ça fait penser énormément à ça. Donc, si Jules, tu peux nous comparer la vue entre le RM450 et le Speed Editor, on va voir quand même qu'il y a un lien. Voilà. Donc quand même, voilà. Bon, plus moderne, bien sûr, plus up-to-date. Alors, pour ceux qui se posent la question, on est sur... je sais pas ce que tu en penses, Loïc, mais c'est quand même assez... c'est quand même robuste, en fait. T'as l'impression que c'est plastique, mais non, ça ne l'est pas. C'est clair que la première fois qu'on l'a en main, bon après on commence à être habitué avec Blackmagic, puisque notamment... sur leur surface de contrôle d'étalonnage, on est déjà sur des solutions, quand on les prend en main, qui surprennent en termes de, on va dire, rapport poids-prix, prix-poids si on veut. Et là, sur le Speed Editor, ouais, c'est vrai que c'est un beau petit bijou, même si ça reste quand même du plastique, on dirait. Bon, je suis pas spécialiste dans la matière, mais il fait son petit poids quand même. Hein. Ouais. Et les touches mécaniques semblent très... Ouais, alors je pense que les monteurs... bien sérieux quand on les utilise. Je pense qu'il y a dû avoir un vrai travail. Genre Avid et tout, qui aime bien les grosses touches qui s'enfoncent, et on va travailler avec ça parce que ça fait le job. Ouais. Et pour le coup, moi quand je le mets avec mes deux mains dessus, le clavier classique on n'y touche plus. Et la roue, surtout la roue de contrôle. Alors je vais vous montrer ça juste après, mais avant je vais lancer le concours justement pour gagner le Speed Editor. Donc je vais basculer 2 secondes d'écran. Voilà, mais si tu veux continuer à nous en parler pendant que je lance le concours, n'hésite pas. Loïc. Ah, c'est vrai que du coup, on va le redétailler, mais le Speed Editor, il a été créé un petit peu autour de la page cut de Blackmagic, dont on pourrait dire beaucoup de choses sur la page cut, puisque du coup, ça permet de voir le montage avec des fonctionnalités un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. La page edit de DaVinci est plus une page, on va dire, de montage traditionnel, avec plein de façons de voir je dis la page traditionnelle parce qu'on a des pistes, on a une fenêtre source, une fenêtre record, des chutiers, etc. La page cut est plus, elle est présentée comme une page qui permet de monter très rapidement, mais en plus il y a des fonctionnalités un petit peu novatrices que tu vas nous montrer tout à l'heure et qui sont intéressantes, surtout quand on va les piloter avec le Speed Editor. Sachant que le Speed Editor c'est le deuxième clavier de chez Blackmagic, puisqu'au départ il y a le grand panel dédié au montage qui était sorti également. Ah, il est sorti avant? Je pensais que c'était celui-là qui était sorti avant la version clavier full, non? Non, la version clavier full est sortie avec la page edit, donc il était sorti avant celui-là. Ah, pour nous, la seule petite contrainte, on va dire, enfin la seule qui pour moi est une grosse contrainte qui fait que je l'avais pas adopté au quotidien, c'est que le clavier est un clavier QWERTY. Donc pour nous, c'est un peu... Voilà. Le fameux clavier QWERTY Blackmagic Resolve que tout le monde te demande à la location et que tu n'as jamais, bien sûr. Donc, bref. Non, mais c'est vrai. Il y a vraiment des demandes à la location, ouais. Ouais, des fois, j'en ai un en fait en QWERTY pour ça. Des fois, on nous a demandé le clavier QWERTY. Bon, plus maintenant parce que le Speed Editor, ouais, là pour le coup, c'est bien vu, il n'y a pas ce problème de langue. Je partage ton point de vue, clairement. En plus, allez, ceci dit, je te dirais, je suis pas fan, moi, de taper le reste sur du clavier avec des grosses touches comme ça. Moi, j'aime pas.
Par contre, pour l'édit et tout, c'est fabuleux. Hein. Donc, j'adore les claviers mécaniques, au contraire, j'adore ça. On peut lancer un débat pour ou contre le clavier mécanique, mais c'est vrai que du coup, le clavier avec les touches qui font clac-clac, bon, tu peux pas travailler le soir auprès de ta concubine ou de ton amoureuse dans le lit avec un clavier mécanique, ça marche pas. C'est ça. T'as pas de machine à écrire aussi à côté de toi, on sait jamais, hein. T'aimes bien ça, toi. Mais c'est peut-être parce que quand j'étais petit, j'adorais les vieilles machines à écrire qui faisaient du bruit, donc c'est peut-être un petit... Il faudrait que j'aille psychanalyser alors. Ouais, mais là-dessus, je pense qu'ils sont bons, Blackmagic, parce qu'ils arrivent à... Enfin, moi j'aime bien le côté design, c'est qu'ils mélangent effectivement ce côté un peu rétro et à la fois moderne. Il y a toujours un peu des deux dans leurs produits, je trouve. Donc, on le voit même sur la gamme des caméras, tu vois, les Ursa et tous ces trucs-là. Il y a un côté un peu... des fois, tu dis, oh, c'est moche, ça ressemble à un vieux truc. Et pourtant, bon, je sais pas. Après, c'est personnel, hein, mais je trouve ça assez audacieux. Voilà. Après, bon, Apple aussi a tiré toute cette industrie vers le haut en termes de design. Donc forcément, il a fallu que tout le monde suive derrière pour globalement suivre la tendance. Hein. Ok, donc le concours a été lancé. Voilà, la régie de jeu lance un sondage clavier méca pour moi, mais j'ai pas le temps de lancer un sondage, les gars. Donc il faudra que j'ai un modo qui s'en occupe un jour. Donc voilà. Alors, dans l'atelier, j'ai un clavier mécanique. Ouais. Alors on y va. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Alors attendez, on va changer de projet. J'ai shooté, j'ai fait une petite balade en famille sur la scène, sur des péniches, et j'ai récupéré des rushs. Donc là, vous allez voir, je vais les sélectionner. Alors, ce que disait effectivement Loïc, c'est qu'on voit bien qu'il y a un mode spécial. Vous avez le mode edit traditionnel, classique à n'importe quel outil de montage que vous retrouvez, sur lequel, effectivement, voilà, je peux jogger avec ma roue et tout. C'est hyper... Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que vous voyez, quand je la tourne, je la lâche, elle tourne dans le vide, je la bloque. Et c'est vrai que, je sais pas si tu partages ce truc-là, Loïc, c'est hyper précis. C'est-à-dire que quand on voit la waveform et qu'on voit où on veut s'arrêter, mais vraiment, je l'arrête, mais vraiment, pile poil, c'est accurate, c'est hyper précis, rapide et efficace. Et on a 3 niveaux, tu en parleras peut-être, mais on a le shuttle, le jog et le scroll qui permet d'aller plus vite. Donc on a vraiment la précision avec la molette. C'est vrai que du coup, sur le speed editor, quand même, la molette, elle joue beaucoup sur... Alors je vous montre, je passe en scroll. Alors le scroll, bon, là, j'ai pas mis beaucoup de rush, mais en gros, en à peine, vous le voyez, hein, en à peine un petit coup comme ça, j'ai déjà parcouru, mais... il y a quoi? Il y a 25 secondes. Le scroll, il est d'ailleurs présenté comme étant l'outil qui permet de se promener dans la timeline. Quoi. Le jog, ça va être dans un clip, et le scroll, ça va être dans une timeline ou dans un très long clip. Ouais. Le shuttle, je suis pas très fan parce que c'est vrai qu'on le voit là, il faut globalement à peu près. Attends, faut que je le play. Non, tu peux mettre play. Parce que c'est l'écart sur le shuttle, c'est l'écart que tu vas avoir par rapport au point central qui va jouer sur la vitesse en avant ou en arrière. Ouais, je suis pas très fan du shuttle parce que là, faut jongler avec des x2, x3, x4. C'est pas trop mon truc. Donc voilà, bienvenue à toi. J'arrive pas à lire le nom, dis donc. Qui c'est qui nous est arrivé? Bon, sur mon chat, c'est pas grave, mais toi qui viens de follow la chaîne, bienvenue. Ouais, alors donc voilà, donc on a fondamentalement, c'est ce que je disais, un jog mais vraiment de super qualité. Lui, le jog, il est en métal, il est assez lourd en fait, et globalement, il est pas à cran. Je sais que la régie de Jules me disait, j'aurais préféré qu'il y ait des petits clics et des petits crans. Oui, non. Comme sur comme à l'origine, il manque peut-être ce petit cran. Si on veut retrouver la vraie sensation de la RM, non, monsieur, Ouais. Je sais pas, moi on n'a pas exactement le même que le. Et puis on peut pas venir appuyer comme on le faisait sur les jogs des magnétos là. C'est vrai. Bon, nostalgie. Non, mais ça reste vraiment quand même une sensation intéressante. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas une sensation pour piloter la souris comme celle-là. Ouais. Alors globalement, quand vous êtes là-dessus, alors vous l'avez. Alors normalement, moi je mets mes deux mains un peu comme ça dessus. Hein. Voilà, globalement, je suis essentiellement sur le in-out. Alors je fais un petit tour vite fait. On va passer, on va le regarder en détail le speed editor. Globalement, vous avez donc plusieurs zones en fait. Vous avez une zone qui concerne plus la partie editing, donc des modes d'insert de vos clips. Quand vous faites votre in-out, vous avez la possibilité de l'insérer par rapport à votre position de texte de lecture. Vous pouvez le mettre append, il le met systématiquement à la fin. Vous avez le source overwrite, le place on top pour mettre le in-out au-dessus de la piste ou là où vous trouvez.
Le close-up, c'est une fonction un peu particulière, c'est très utilisé, vous le voyez sur YouTube, quand par exemple un YouTuber il a qu'une seule caméra qui le filme, globalement ça va prendre la même piste et ça va faire un espèce de petit zoom, et donc ça fait comme si on avait deux axes en fait, c'est un peu de la triche, mais le close-up c'est idéalement il faut faire ça si on a une caméra en 4K et qu'on finit en HD, ou qu'on veut finir en 4K et qu'on est en 8K, puisque maintenant c'est possible. Ce qui est intéressant avec le close-up, c'est qu'il y a une fonction d'intelligence artificielle, donc si vous avez un plan avec des personnages, lui quand il va zoomer, il va centrer par rapport aux personnages ou aux différents personnages que vous avez à l'image, donc ça va plus loin qu'un zoom simple. Ah d'accord, il y a vraiment il y a de l'intelligence artificielle dedans. Ok, il détecte les. Et même visages, dans le close-up, il y a de l'intelligence artificielle. Maintenant en montage, il y en a de plus en plus, mais dans le close-up, il y a de l'intelligence artificielle. Sauf que ce qu'on voit pas, c'est que sur le bouton, en fait, vous avez en dessous close-up. Quand vous laissez appuyer dessus, vous avez le bouton qui s'appelle Y-pose pour position. Donc en fait, quand vous laissez appuyer dessus et que vous bougez la roulette comme ça, en fait, vous allez avoir la comment ça s'appelle le fait de pouvoir réaligner sur l'axe des abscisses, des ordonnées, la tête de la personne en fait. Voilà. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir aussi pour quand même pour l'axe X aussi, parce que quelque part si la tête elle est que centrée mais qu'on veut un petit peu la voir dans les points forts de l'image, moi c'est mon petit reproche. C'est vrai. Après forcément il y a des choix à faire sur les boîtiers, mais principalement on va le faire sur le Y, mais bon. C'est ça. Effectivement, on va pu le faire sur le X aussi. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver et qui follow la chaîne. Merci en tout cas à tous d'arriver, de vous inscrire, de suivre le monde de Dio. Ce soir, on fait une émission spéciale sur le DaVinci Resolve Speed Editor. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Bonjour Margot, merci pour ton follow. Merci à tous ceux qui ont follow depuis tout à l'heure. Il y a une petite musique que vous entendez normalement. Voilà, c'est tous ceux qui follow la chaîne entre autres. Si vous voulez aussi vous abonner ou nous donner des bits, ça fait aussi des jolies petites animations. Et voilà, Jules va peut-être nous en faire une, je le connais. Mais n'hésitez pas aussi à contribuer effectivement au travail que l'on fait, en tout cas pour vous. Voilà, ça nous encourage toujours et ça nous fait plaisir. Et alors, voilà, par exemple. On parlait tout à l'heure, si je peux me permettre, du coup, on parlait du fait qu'on soit déjà un petit peu avancé dans l'âge. Alors, je me suis permis, moi, de tester le Speed Editor, puisque j'encadre des étudiants sur DaVinci et qui ont pris en main le Speed Editor et qui vraiment ont adoré l'outil. Donc, c'est pas uniquement parce qu'on est d'accord, des vieux avec nos vieux trucs. Des vieux qui avons de souvenirs de la RM 450 ou des vieux systèmes. Voilà, ça plaît aussi aux jeunes. Donc les jeunes parmi nos spectateurs, pas de vieux dans cette émission. Est-ce que vous voyez des vieux quelque part, les gars? Des beaux gosses. Des beaux gosses, ça, oui, des beaux gosses comme Loïc et moi, ça, j'en vois. Ok. Allez, on est détendu ce soir, il faut un peu se faire plaisir, il faut se lâcher, c'est mardi. Voilà. Donc, on en était où? On en était sur les fonctions. Donc, vous avez effectivement cette zone en haut à gauche pour globalement avoir les fonctions d'insertion, tout ça. En dessous, vous allez avoir les fonctions donc pour marquer votre point in et votre point out. Merci la régie de rebasculer. Voilà, super. Donc, alors attendez, je vous montre. On va prendre par exemple un clip. Là, je fais un point in. Hop. Le problème, c'est que si je fais ça, est-ce que je peux avoir la vue avec, le Resolve, s'il te plaît, Jules? Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis dans le mode edit. On vous montre le mode cut, qui est un mode particulier, et Loïc va nous en donner un peu plus de détails, mais là, on reste dans ceux qui connaissent traditionnellement n'importe quel logiciel de montage. Donc je suis là, je suis mon point in, mon point out. Si je veux ne serait-ce que effacer cette partie-là, je peux faire ça. Alors, il y a d'autres fonctions, comme on le voit ici. On peut par exemple faire le trim in et le trim out. Donc par exemple, je suis là, je fais trim in, et là, vous voyez tout de suite, je peux tout de suite décaler le plan de mon clip. Voilà. Alors idéalement, si je peux me permettre, dans le mode trim in, ce qui serait idéal, c'est que tu appuies sur la petite touche du mode trim, donc où la lettre T, le raccourci. J'allais le faire, ouais. Pardon, et comme ça fait ça. C'est ça que tu voulais voir? Voilà, et quand tu trimes, là, voilà, ça adapte automatiquement. Ça, c'est une de mes fonctions, peut-être pas favorite, mais qui est vraiment que j'adore sur le Speed Editor, c'est cette possibilité de trimer avec la molette, et c'est vraiment fluide, quoi. On va le montrer après dans la partie cut, mais je continue à détailler les petites fonctions. Donc, bien évidemment, le trim out. Nous avons le roll aussi. Donc, quand vous mettez dessus, voilà, vous voulez décaler votre point de transition entre deux clans, vous avez le roll qui est directement là. Le slip source, c'est pour globalement décaler sans toucher à votre montage le plan lui-même à l'intérieur. Donc, il y a le source ou le destination. On peut faire l'autre à côté. Et on peut aussi directement, et c'est ça que j'aime bien. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer un tout petit peu pour qu'on le voit mieux. Voilà. On peut rajouter tout de suite des petites transitions. Alors, les transitions les plus courantes, ça va être le dissolve,
qui est ici, et j'ai un bouton Transduration. Vous voyez, là, tout de suite, j'ajuste tout de suite ma transition. Je fais play, c'est parti, clac, je suis passé sous l'autre. Donc, ne serait-ce que rien que pour ça, trim, roll, dissolve ou le smooth cut ou le machin, avec la transition de duration, mais c'est un gain de temps de dingue. Même, honnêtement, pour ceux qui font pour les journalistes, pour bosser avec alors, surtout pour les journalistes, tu as vu que tu as le petit bouton Smooth Cut qui est, qu'on retrouvait dans Final Cut Pro 10 d'ailleurs, ou dans d'autres logiciels, mais qui permet de faire ces transitions, qui marchent bien quand on a fait des cuts, quand on a enlevé des E ou des respirations et qu'on veut pas systématiquement mettre des plans d'insert, qu'on découpe beaucoup. Donc le Smooth Cut qui fait un petit morph, ça marche bien quand on n'a pas des gros mouvements du personnage, mais c'est assez... c'est bluffant parce que là, et il est présent sur le Speed Editor directement. Parce que là, si j'essaie de faire, si j'essaie de faire de smooth, là, ça va être plus de l'esthétique là. J'élargis un peu le trait, mais vous voyez à l'image que, non, on le voit même pas. Enfin, il y a un petit morph entre les deux. Ouais, le petit morph. C'est pas flagrant là-dessus, mais moi, je m'en sers effectivement parce que j'ai ce vilain défaut de temps en temps, vous devez l'entendre, à faire des trucs comme ça. Et après, quand je me réécoute et que je fais la version replay sur YouTube, ça m'énerve, donc je les coupe voilà. Donc là, j'en ai 2 à couper. Et même 3, allez, c'est bien fait pour toi, Dayo. Tu viens des îles, ça a un nom, ça, quand on fait ce petit bruit, il y a un nom quand on fait ça. Quand on vient des îles, il y a un nom. Je sais plus, peut-être que nos followers nous le diront. Voilà. Il y a Laurent Frépa qui dit faut arrêter, je vais craquer pour le prendre. Écoute, si tu t'abonnes au Monde de Dayo, tu sais que tu gagnes un ticket de plus, puisqu'il y a un ticket de plus pour le tirage au sort à ceux qui sont abonnés au Monde de Dayo. Sachez-le. Pour info, d'ailleurs, tu me confirmeras peut-être, mais à une époque, et je crois que c'est encore le cas, quand on achète la version payante de DaVinci, en ce moment, le Speed Editor est avec, alors je sais pas qu'est-ce que c'est comme offre commerciale, mais... non, c'est fini ça. C'est fini ? Ça a été pendant 6 mois quasiment. Quand tu achetais un DaVinci Resolve, effectivement, tu avais, et c'était le cas avec celui que j'ai là, quand j'ai acheté une licence de DaVinci Resolve, j'ai eu, entre guillemets, le Speed Editor avec. Donc c'est pour ça que j'en ai un ici et un au bureau, c'est plutôt pas mal. Non, c'est terminé. Maintenant, il est vendu séparément. Par contre, les licences de DaVinci Resolve, je crois qu'elles sont toujours, je vais dire, offertes à gogo avec les produits de Blackmagic, mais beaucoup en tout cas. C'est-à-dire, je crois que quand tu achètes une caméra, les caméras Blackmagic, je crois qu'il y a des licences de Resolve qui sont offertes avec. C'est ça. Tout à fait. En tout cas, certaines caméras, je sais, je suis pas spécialiste pour dire sur toutes les caméras, mais c'est vrai que si tu achètes certaines caméras, tu as la licence DaVinci Studio. D'accord. Alors après, pour finir le tour du clavier, nous avons une autre zone. Donc il y a une zone avec un escape qui va être utile dans certains cas, notamment. Alors quand vous faites, vous le voyez peut-être pas là, il y a marqué undo en dessous de la touche escape. Et donc si vous appuyez 2 fois, en fait, les touches qui sont en dessous, soit il faut appuyer 2 fois, comme par exemple pour là si je fais un in, je fais un out, et pour enlever mon in out, je fais 2 fois et ça l'enlève en fait. Donc ça dégage en fait mon point de in et out. Et des fois, sur certaines touches, il faut laisser appuyer. Donc là, on a par exemple un move. Donc je crois que si je me mets ça là, voilà, je peux carrément déplacer mon clip en laissant mon doigt appuyer dessus. Voilà, vous le voyez par exemple. Voilà, le fait aussi de pouvoir tout de suite changer l'audio level, on le voit là, voilà, j'exagère un peu le trait, mais globalement, vous avez, je pense, pour 90% de la phase montage, à mon avis, tous les outils qui sont là et qui vous font gagner un temps de dingue. Et Dieu sait que moi, je suis très très fan des raccourcis clavier. Editor pourra en reparler, mais j'ai suivi sa formation et effectivement, il m'a converti au raccourci clavier. Donc déjà, raccourci clavier, c'est obligatoire quand on bosse là-dessus. Mais alors là, quand on a un truc comme ça dans les mains, Loïc, je sais pas si tu partages ce point de vue, c'est encore pire en fait, en termes d'efficacité et de rapidité. Clairement. Clairement. Et c'est vrai que comme tu le disais, en fait, il y a des touches qui ont des fonctions. Enfin, en fait, on a le simple touche, le double clic, et sur certaines fonctions, on a le double clic et on reste appuyé. Donc on peut avoir pas mal de fonctions sous la main. Donc ça paraît un peu complexe comme ça, mais on s'y fait très très vite en fait aux doubles fonctions des touches. Oh, merci, notamment, tu parlais du niveau avec l'audio level qu'on peut régler. Oui. Et en fait, sur la même touche audio level, il y a en dessous, sur l'angle, il y a écrit marque, et on peut mettre un marqueur et choisir la couleur du marqueur. C'est assez joli. Ah, attends, comment tu choisis la couleur du marqueur? Parce que moi, je l'ai pas vu. Alors, pour choisir les couleurs du marqueur, tu double tapes dessus, et tu restes appuyé, et tu bouges avec la molette. Ah. Attends. Il veut pas, hein. Non. Pourquoi tu veux plus me faire de marqueur, toi? Attends, je recommence. Alors, si tu veux, je peux basculer et te le montrer. Attends, on va y arriver. Ouais, mais je peux mettre sur mes images, si tu veux. Veux-tu que je te le montre? Allez, vas-y, montre-nous.
Parce que je suis un gros blaireau. Alors voilà, là, je suis sur les images du clip d'Olivier Meyer. Et donc, si je double-clique sur la touche qui est écrit Audio Level, mais sur le côté où il y a écrit marque, voilà, j'ai ces petites icônes qui apparaissent. Et quand je tourne la roue, je choisis la couleur de mon marqueur. Mais attends, quand tu double-cliques, tu laisses appuyer sur le deuxième clic ou pas? Exactement. Je double-clique et je laisse appuyer sur le deuxième clic et je choisis la couleur de mon marqueur. Ah, c'est classe ça. D'accord, alors pourquoi j'y arrive pas? Hop. Double-clic, tu restes appuyé. Bah, et tu tournes. Mais ça marche pas. La preuve par l'image, moi, ça marche pas. Bon, il y a peut-être un réglage, un truc à la con, je sais pas. Bizarre, hein, je te jure. Parce que si je fais juste marque, là ça marque, on est d'accord. Si je fais double-clic et que je maintiens, ça marche pas chez moi. Bon, c'est pas grave. Alors, merci. Peut-être que ça marche peut-être dans la page cut. Je vais vérifier dans la page edit. Alors ça marche peut-être pas dans la page edit. Ça marche dans la page cut. Ça marche dans la page cut. Et ben justement, tu fais la transition pour la page cut. C'est parti. Donc, nous allons passer à la page cut et Loïc va nous donner un petit peu plus d'histoire sur cette page cut puisque c'est globalement ce qui fait le côté un peu inédit de notre ami DaVinci Resolve. Il y a un mode edit que je viens de vous montrer de manière classique que vous connaissez et qui ne révolutionne pas, il n'a pas réinventé la roue. Par contre, le mode cut, c'est vraiment un mode très étonnant et je te laisse la parole pour nous en détailler quelques subtilités. Alors, quelques subtilités. Ce qu'on peut dire déjà, on en parlait dans la courte préparation de l'émission. La page cut était prévue depuis longtemps, si on veut, puisque si on regarde les raccourcis qui permettent de passer, il y a des raccourcis, alors on parlait des raccourcis tout à l'heure, c'est vrai que c'est très pratique de manipuler les raccourcis, et notamment dans les raccourcis, on a les raccourcis qui vont de Shift 1 à 9, qui permettent de passer du gestionnaire de projet jusqu'au réglage de projet, mais entre les deux, de Shift 2 à 8, on a les pages Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight et Deliver. Donc les différentes pages qu'on voit en dessous de ton interface. Et sur ces différentes pages, les deux pages dédiées au montage, alors il faut savoir que du coup DaVinci, au départ c'était un outil d'étalonnage, je pense que beaucoup de gens d'entre ceux qui nous suivent le savent, et autour de cet outil d'étalonnage, Blackmagic a fait une vraie suite de logiciels intégrés. Et il y a deux manières de préparer les logiciels. Il y a des logiciels comme Fusion et comme Fairlight qui sont issus d'acquisitions en fait de différents logiciels qui existaient déjà et qui étaient utilisés sur le marché. Donc Fusion pour les effets spéciaux, Fairlight pour le mixage. Ouais, parce que ça c'est des intégrations, c'est des rachats de sociétés en fait, c'est ça qui ont été exactement. Fusion c'était Ion Reality. Enfin avant ça a été encore une autre boîte, mais avant d'être chez Blackmagic c'était Ion. Et Fairlight, ça s'appelait Fairlight en fait. Mais Fairlight, c'est qui est un outil de mixage qui est piloté par des surfaces de contrôle conséquentes. Donc on peut comparer ça à du Pro Tools. Enfin bon, après les comparaisons sont toujours délicates à faire directement, mais en tout cas on a un vrai outil de mixage, une vraie digital audio workstation haut de gamme. Pour ce qui concerne les pages montage, puisque du coup le Speed Editor parle des pages montage, dans les pages montage, on a la page Edit, qui est une page de montage, on va dire assez traditionnelle dans le sens où on retrouve des pistes, on retrouve une timeline, on a un visualiseur source, on a des chutiers, et donc on est un monteur qui viendrait d'un logiciel autre, sans citer de marque, ne serait pas perdu. Enfin, en tout cas, des logiciels principaux du marché. On peut parler de Final Cut, de Premiere, de Avid. Voilà, exactement. On n'est pas anti-l'un ou anti-l'autre. D'ailleurs, on les aime tous, en fait. On les aime tous, mais clairement, en plus, on les utilise au quotidien tous. Et sachant, alors c'est facile puisque du coup c'est les derniers arrivés sur le marché, en tout cas dans le marché dont on parle. Donc ils ont naturellement été chercher le meilleur des autres outils. Tu parlais tout à l'heure très vite de la touche Append qui permet de prendre le plan et de le placer à la fin. C'est une touche que j'aime beaucoup. Ça paraît rien, mais c'est très très pratique en fait de prendre un clip et puis on est au milieu de la timeline et on rajoute un clip à la fin de son montage. Pourquoi alors? Ça ils l'ont piqué sur Final Cut 10 en fait. Ça vient de Final Cut 10. Ouais. Tu sais que Final Cut 10, moi je sais pas s'il y en a sur le chat qui utilisent Final Cut 10, mais j'ai été à Las Vegas au lancement de Final Cut 10, j'ai vu la fameuse keynote, et pour tout vous dire, je me suis endormi. C'est déchirant. Et non, c'était pas passionnant, et franchement, j'ai pas fait partie de ceux qui ont dit wow, amazing. C'était, quand j'ai eu Final Cut 10 dans les mains, j'ai pas réussi à faire ce step pour me dire wow, ils ont réinventé le montage, quoi. Surtout qu'ils ont marketingment parlant piqué des trucs à d'autres marques comme Avid en disant oh les gars, on a inventé le trim. Attends, j'étais un peu mort de rire quand même, faut dire les choses aussi des fois.
je sais pas, j'ai rien contre Apple, mais c'est vrai que des fois le marketing fait dire quand même des grosses bêtises de temps en temps. Alors ils n'ont pas réinventé le trim, mais l'outil tel qu'ils l'ont implanté dans Final Cut 10, c'était quand même pas mal. Ça me permet de rebondir, tu me parlais de la page cut, notamment la manière dont est présenté le trim dans la page cut est assez proche de celle qu'on avait dans Final Cut 10. Et assez jolie en fait, être présente. Si on peut passer d'ailleurs sur sur l'outil. Est-ce que je retrouve mon interface? Voilà, quand on est dans la page cut, je sais pas si vous voyez mon écran. Hop, tu sais que quand tu es en trim dans la page cut, on a une présentation ici qui est assez jolie, je trouve, où on voit le clip avant la transition, le clip après la transition, et on peut interagir ici sur nos transitions de chaque côté d'une manière assez élégante, il me semble. Je partage ce point de vue. Et alors effectivement, la page cut, en fait, elle est présentée dans DaVinci. Alors je parlais des raccourcis en fait tout à l'heure pour te dire que donc le raccourci de la page edit, pardon, ça va être Shift 4. Le raccourci de la page média, c'est Shift 2. Et à un moment entre les deux, on n'avait pas de raccourci. En fait, ce qui montre bien qu'ils avaient prévu la page cut, alors qu'ils avaient déjà sorti la page edit. C'est la première page de montage qui était dans DaVinci, c'était la page edit. Et ils avaient déjà pensé à la page cut avant d'amener cette page. Alors j'ai essayé de poser la question à un des représentants de Blackmagic aujourd'hui, mais malheureusement je n'ai pas eu de réponse. Ça, effectivement, j'aurais bien aimé en savoir plus sur la genèse de cette page cut. Peut-être qu'on l'apprendra plus tard, et si je le sais, en tout cas je ne manquerai pas de vous en reparler dans une prochaine émission. Mais tu as bien relevé le truc, effectivement, le Shift 2, puisque c'est celui-là pour le mode cut, on est d'accord ? Exactement. Devait être pensé effectivement bien en amont, il y a bien longtemps. Alors revenons sur le mode cut effectivement avec le Speed Editor, puisque c'est là que c'est intéressant et c'est ce que je vais vous montrer. Vous avez globalement sur la télécommande, vous avez un bouton source et un bouton timeline. Donc quand je suis sur source globalement, donc là je vais me mettre en scroll, donc là vous voyez globalement que je suis dans un bin dans lequel j'ai tous mes rushs. Je pourrais être à la racine de ce bin et avoir tous mes dossiers avec mon organisation et les avoir tout d'un coup. Donc ce qui veut dire, à mon avis, Loïc confirme, c'est qu'il faut absolument être rigoureux sur l'organisation de tes rushs dans tes bins pour que tu puisses bénéficier après de quelque chose, on va dire, de chronologique si tu veux faire du montage, entre guillemets, chrono. Ouais, alors si je peux me permettre, en fait, là on parlait du Speed Editor en parlant un petit peu de l'historique et des machines. Tout à l'heure, tu montrais la RM450 qui permettait de piloter des machines à bande, en fait, des magnétoscopes. Et là, tu parles, il faut préciser du coup qu'on voit plein de clips qui sont les clips qui sont dans ton chutier. Et ça, c'est la fonction, elle s'appelle Source Tape à l'intérieur de la page cut. En fait, dans la page cut, soit on voit les clips en mode source, donc on voit les clips un par un. C'est ça. Soit on voit les clips en mode source tape. Et en mode source tape, comme tu nous présentes ici, on voit tous les clips de ton chutier affichés les uns à la suite des autres. Ce qui rappelle pour les plus anciens d'entre nous, excuse-moi d'insister, parce que moi, quand j'ai commencé le montage, je montais en news sur des bandes multimachines, et en fait, on nous ramenait une cassette, la cassette du caméraman, souvent une cassette, et du coup, à l'époque, en plus, du coup, il tournait 20 minutes maximum, c'était la durée des cassettes. Et on avait les plans... ou Betacam quand même. D'accord. Et du coup, on avait les plans les uns à la suite des autres, et il y avait quand même ce côté intéressant qui faisait que on pouvait aller vite quand on maniait bien sa machine. Et il y a des monteurs en news ou en magazine qui continuent à chercher cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout un ensemble de plans séparés les uns à la suite des autres, ils font un bout à bout des plans, ils prennent ce bout à bout, ils les mettent dans la fenêtre source de leur logiciel de montage, et c'est leur référence. Au lieu d'avoir plein de petits clips, ils ont un seul clip qui est l'ensemble des plans bout à bout. Donc ici, avec la fonction source tape, on appelle ça un ours. Alors, oui, on peut appeler ça. Alors, un ours, ça peut être un autre nom, parce qu'un ours, c'est le montage mal léché que tu as fait, que tu prépares et après que tu vas affiner. Mais là, le bout à bout, c'est le bout à bout, soit le bout à bout de tes illustrations, soit le bout à bout de tes ITV. Enfin, tu fais des bouts à bout et tu t'en sers dans la fenêtre source comme étant ta source de travail. Non, et le source text, le source text, c'est vraiment ça, en fait. D'accord. Editor, si tu nous écoutes toujours, je sais que lui, il me semble, sur Media Composer, il organise effectivement avec les icônes des clips dans son chutier.
Et ensuite, c'est comme ça qu'il l'agence, entre guillemets, déjà le truc, et après il les glisse, et effectivement, ça fait tout de suite une timeline qui est composée, comme tu viens de le souligner, avec l'agencement des clips. Voilà. C'est ça, en tout cas, l'usage que les gens aimaient bien avant, c'est ça, en gros? Bah, l'usage d'avoir les plans, effectivement, plutôt que d'avoir plein de petits clips, tu as tes plans les uns à la suite des autres dans l'ordre du tournage. Et donc, ça peut même, du coup, dériver une autre façon de tourner. On pourrait presque tourner un petit peu efficace et puis se mettre en mode source tape. Mais comme tu le disais, en fait, on peut classer ses plans dans son chutier, puisqu'après, les plans tels qu'ils sont affichés dans ton mode source tape vont dépendre. Tu as un petit menu dans ta fenêtre où tu as tes clips qui te permet de classer les plans soit par ordre de tournage, soit par nom, soit la manière dont tu les as classés dans le chutier. C'est ça, c'est ça exactement. En fait. Voilà. Là, effectivement, alors c'est assez avancé. Je vous ferai pas un cours là-dessus sur Resolve ce soir. Et puis, il y a déjà tellement de tutos de toute façon sur Resolve que je vous invite à en trouver en français et en anglais. Il y en a beaucoup qui le font. Alors, je vous continue la petite démo. Donc, regardez bien. Donc là, globalement, vous voyez que j'ai des petits traits blancs qui séparent en fait, le in et le out de mes clips. En fait. Donc là, dans ce bin, j'ai tous mes rushs qui sont là. Donc, globalement, si je veux aller assez vite, je vais commencer. Alors, je vais mettre mes deux mains, ça sera plus pratique. Je fais mon in, mon out, et je fais mon smart insert, et c'est parti. Donc là, je suis sur ce plan-là. Alors, je vais passer en jog plutôt pour pas être trop délirant. Voilà, je continue. Hop, happen, tac, tac, je continue. Et puis, ce qui est bien, c'est que tu peux nous montrer, tu peux monter deux clips en même temps. Tu peux te mettre à cheval entre deux clips. Ça montera dans ta timeline directement deux clips. Ah, ça, j'ai pas essayé. Allez, j'essaye en direct live. Entre deux clips, je passe sur l'autre. Là, hop, tu montes. Il y aura deux clips qui seront montés directement. Ok, ah ouais, c'est marrant. Vous voyez, genre, comme quoi on en découvre tous les jours. Bon, voilà, j'en fais encore quelques points de coupe pour vous montrer. Voilà, alors maintenant on revient sur le timeline. Donc quand j'appuie sur le bouton timeline, vous le voyez là, globalement là je peux directement revenir sur mon truc. Donc là si on utilise ce que disait tout à l'heure Loïc, c'est-à-dire si je me mets par exemple sur le roll, vous voyez, bon là j'ai le fameux, alors le problème c'est que j'ai dû me foutre forcément sur un truc où j'ai pas de marge de manœuvre. T'es tombé juste en fait sur les deux plans qu'on a montés côte à côte, donc t'as plus de poignée. Voilà, donc n'écoutez pas les conseils de Loïc si vous êtes en formation avec lui, parce qu'en fait c'est un plan en galère après. Donc voilà. Donc là vous voyez que le roll effectivement, on voit bien l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté un peu plaisant entre les deux plans qui vont s'enchaîner, comment je peux les faire. Pareil si je me mets sur mon trim in ou mon trim out, vous voyez que c'est à peu près la même chose, la visualisation est la même en fait. Donc ça, c'est franchement d'enfer. C'est pareil, si je commence à faire mon slip destination, vous voyez que ça fait la même chose en bas, sur le clip que je sélectionne, sur celui-là. Et je crois que je peux mettre directement mes transitions ici aussi, vous les voyez. Changer ma transition duration, clac. Donc c'est vrai que franchement, vous voyez, un petit smooth cut. Non, il veut pas forcément parce que je peux pas. On est sur le plan à 2 balles. Voilà, transition duration. Voilà, on va quand même super vite, quoi. Donc là, je vous ai fait un espèce de montage en 2 secondes, mais je peux vous assurer que c'est redoutable. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Alors, on va peut-être parler un peu aussi du mode multicam, puisque peut-être certains d'entre vous, en tout cas, font de la captation de concerts et de spectacles, et dans le mode multicam sur Resolve, mais le mode cut, il y a 2 modes particuliers. Il y a le mode qui s'appelle le Sync Bin, et le mode multicam classique. Donc je vais changer de projet et je vais vous montrer donc sur les rushs d'un montage que j'ai fait, que j'ai mis en ligne, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai fait cette excellente vidéo du test, le meilleur pupitre PTZ au monde de Scarhoy. Allez sur ma chaîne YouTube, allez voir. Et si vous faites de la régie, de la réal, vous serez content en tout cas de voir mon avis sur ce pupitre qui permet de contrôler tout. Alors j'irai voir parce que ça m'intéresse. T'as une idée tu peux nous parler du budget de ce pupitre? Ouais, 1799. Alors il y a 4 gammes de pupitres chez Scarhoy. En fait, ils ont des tout petits, des moyens et un très très gros. Mais celui que j'ai testé fait 1799 €. Et c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, quand Sauron a forgé un anneau pour tous les contrôler. En fait, Scarhoy a fait pareil. Ils ont fait un pupitre qui contrôle toutes les tourelles PTZ, quelles qu'elles soient. Sony, Pana, JVC, Canon, Bird-Dog, j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire qu'avec ce pupitre-là, à chaque fois que vous changez en fait, que votre coup de cœur part vers une autre marque au niveau des tourelles, vous n'avez pas besoin de changer de pupitre. Vous pouvez rester sur la même marque et sur le même pupitre, contrôler plusieurs marques de tourelles. Donc ça, c'est assez unique et je connais ça nulle part ailleurs. Et en plus, ça fait des économies, c'est mieux pour l'environnement, puisqu'on n'achète pas 40 pupitres qui servent à rien. Voilà, excusez-moi, il y a le côté qui revient toujours. Voilà, ça c'était la petite aparté. Allez sur YouTube pour voir ça. Donc, j'ai chargé... Alors, je vous montre maintenant. On retourne sur notre histoire de multicam. Donc, regardez bien. J'ai mes 3 clips. Je fais un clic droit. Je fais un... non, c'est pas là. Il faut que je retourne dans Média. Voilà, je vais faire un New Multicam Clip. Et le multicam, je vais le synchroniser avec le son, puisqu'en fait, j'enregistrais l'audio à chaque fois.
Voilà, donc vous voyez sur mon M1 Max, ça va super vite. Et donc là, j'ai un plan multicam. Je vais créer une petite timeline avec. Voilà. On va dessus en mode edit. On se bascule en mode multicam. C'est parti. Donc j'avance un petit peu parce que j'ai pas tous les angles qui apparaissent. Voilà. Donc là, on est sur le mode classique de réal que vous pouvez connaître. C'est-à-dire que si je me mets en play et que je commence avec les boutons cam 1, cam 2, cam 3, alors on peut avoir jusqu'à 9 cams. Après, je pense qu'il faut basculer s'il y en a au-delà. Et là, si je commence à commuter, cam 2, cam 3. Donc là, je fais vraiment, et moi j'aime bien, hein, c'est ce que globalement, quand j'ai shooté cette vidéo du PTZ Pro, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis mis en fait dans ce mode-là, et j'ai fait ma première commute dans ce mode-là. Il y a un autre mode que je vais vous montrer, en tout cas, voilà, sachez qu'avec le pupitre, en tout cas, bon, je pense qu'avec un clavier, Loïc, tu vas me le confirmer, mais qu'un clavier, on peut faire la même chose en fait. Hein. Avec le pavé numérique, ça fait pareil. Voilà. Par contre, ce qu'on peut pas faire, c'est l'autre mode que je vais vous montrer, qui est le mode SyncBin. Alors attendez, je dégage tout ça, je reviens en arrière, je retourne dans ma page média, je crois qu'il faut que j'aille dans le mode cut, c'est ça. Et donc je crée, alors vous voyez, je suis dans mon chutier, j'ai mes 3 angles qui sont là, je clique sur ce petit symbole qui est là et le sync clip. Ensuite, je choisis la méthode de synchro, je choisis l'audio et je fais sync. Donc là, il analyse les 3 contenus et il me propose, bing, voilà, une synchro des clips. Je fais Save Sync. Donc là, maintenant, j'ai ma synchro qui est faite. Je prends l'angle principal que je veux garder. On va dire que dans ce cas-là, c'est ma caméra où on me voit moi. Non, j'ai pas pris la bonne en plus. Bien joué. On recommence. Voilà, celle-là. Voilà, donc là, je suis toujours dans le mode... Alors, on est dans le mode cut, hein, clairement. On est dans le mode cut. Et alors, il faut juste que je me mette en sync bin, c'est ça, voilà. Donc là, je me suis en sync bin. Donc vous voyez, j'avance. Alors, je vais essayer d'avancer pour avoir ma 3e. Pourquoi je vois pas mon autre caméra qui est là? Ah, voilà. Là, j'ai mes 3 caméras. Vous voyez en haut, on a le capture de l'écran que j'ai fait pour parler de Scarroge. Il y a ma caméra où je parle et il y avait ma caméra sur le côté qui filmait effectivement le PTZ. Donc comment ça se passe avec le pupitre pour globalement faire du multicam dans ce mode-là? En fait, vous laissez appuyer sur l'angle qui vous intéresse et vous tournez la roulette. Donc par exemple, je me mets sur l'angle du haut, le 1, je tourne et là, bing, vous voyez, je colle les morceaux qui m'intéressent. Donc si je reviens en arrière et que je fais play, on est là. Tac, je passe sur la partie là et après, bah, ça revient sur l'angle principal. Ok? Je peux continuer et je peux faire ça sur l'angle 3. OK. Donc ça, c'est un premier mode pour le faire. Vous pouvez choisir aussi sur le clavier le mode, soit faire ça sur la vidéo. Vous pouvez aussi uniquement agir sur l'audio si vous le souhaitez. Bon, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra quand c'est allumé. Peut-être pas, j'en suis pas sûr. C'est pas très grave. Et vous avez un mode qui s'appelle le Live Overwrite. Donc ça, c'est encore un autre mode. Je vous montre comment ça marche. Si j'appuie dessus et que je choisis, attendez, est-ce qu'il est allumé? Oui, il est allumé. Je choisis ma caméra 1. Non, je me suis gouré. Vidéo, live overwrite. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai même plus besoin d'appuyer d'appuyer sur le speed editor. Si je continue à dérouler, il me colle la partie. Le seul truc que je vais appuyer, c'est pour changer mon angle, en fait. Là, je change d'angle, tac. Voilà, je change. Donc, on peut aussi ajouter dans ce mode-là des transitions. Donc si je choisis par exemple le dissolve comme transition par défaut et que je continue, je change de caméra. Voilà, vous voyez qu'il m'a rajouté, on voit la transition qui a été rajoutée. Je continue, transition à chaque fois. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il y a un usage ou si on a vraiment des montages avec des transitions comme ça tout le temps. Je ne sais pas si toi, Loïc, on y voit un intérêt. Mais sachez que c'est possible. Pas sur les transitions. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Ce mode-là, effectivement, moi je le trouve super intéressant, comme ce que tu as fait ici sur un nombre de caméras limité. Clairement, en fait, on va retrouver effectivement 2 types d'interprétation du multicaméra, celui que tu nous as montré tout à l'heure dans la page Edit et qui ressemble beaucoup pour ceux qui font du multicam sur le logiciel de montage au multicam traditionnel. Et puis là, cette réinterprétation du multicam, ce que tu as montré ici, tu as synchronisé les plans sur le son, mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que si on avait des caméras avec le même timecode, il suffit de cliquer sur le bouton Sync Bin et les plans sont automatiquement affichés ici sans avoir besoin de les synchroniser. En fait, ça c'est génial. On filme, on a 3 ou 4 caméras qui sont avec le même timecode et on les met dans notre chutier, on clique sur Sync Bin et on a directement cet affichage, cette interprétation du multicam. Voilà, c'est ce qui est assez pratique. D'ailleurs,
On peut parler aussi des Atem Mini, puisque les petites Atem Mini Blackmagic. Ouais. Donc les Atem Mini qui ont le mode ISO permettent d'enregistrer les différentes caméras que l'on a branchées dessus en HDMI. Ouais. Et donc on a tous les angles et on a un projet DaVinci qui est automatiquement enregistré et on retrouve ce projet dans la page cut et on peut se servir du Speed Editor pour modifier après coup le montage multicam qu'on aurait fait avec son Atem Mini ISO. D'accord. Alors je me permets aussi de citer une autre marque qui fait ça depuis bien longtemps aussi, c'est Softron Media Service. Je sais pas si tu les connais, Softron. Voilà. Ouais, Softron, ils ont un truc qui s'appelle Multicam Logger et je l'ai personnellement mis en place et testé dans un car régie de AMP chez Disneyland Paris pendant la captation d'une parade et on avait branché ça sur un mélangeur Sony. En fait, on sortait par un Jeep, je sais plus par quel câble. Bref, on récupérait en tout cas par un boîtier GPIO, je crois, un Tolly, enfin peu importe. On récupérait, comme tu viens de le souligner, les commutes en fait du réalisateur et en même temps, on avait l'enregistrement des sources sur des recorders AJA, je crois. Et donc en post-prod, ensuite avec le logiciel de Softron, en fait, on pouvait convertir le projet pour du Premiere, je crois. Peut-être du Final Cut 7, ça marche. À vide, plus ou moins. J'ai réussi avec des petits tours de passe-passe à le faire. Mais ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire globalement... Ouais. Le monteur récupère en fait la commute et les intentions du réal, et derrière, soit il retravaille quelques petites erreurs de commute, ou soit à la limite il refait un montage, mais tout en conservant peut-être les intentions du réal au départ. Voilà. Donc exactement. Ça, c'était la petite. Voilà. Faut mettre un point d'exclamation Dodge pour s'inscrire pour le concours. Je sais pas. Tu mets point d'exclamation Speed Editor tout attaché. Et normalement, il y a un petit message qui te dit que tu as un ticket. Voilà. Est-ce que j'ai tout montré sur le Speed Editor ou il y a d'autres choses à ton avis, Loïc ? Globalement. On pourrait en parler encore, mais on a déjà fait un tour d'horizon assez sympa, il me semble. Ouais, parce qu'après, bon, il y a la partie du haut, voilà, enfin, alors, le mode cut, effectivement, c'est vraiment, enfin, le mode cut sans le Speed Editor, je vous dis pas que ça sert à rien, mais vraiment, c'est l'outil parfait qui est vraiment fait pour. Après, dans le mode edit classique, moi, en fait, pour tout vous dire, je place toujours mon clavier MacBook soit au-dessus, en dessous, et après, quand j'ai fini mon plus gros du montage, je bascule vraiment sur... Enfin, il est toujours au-dessus, en fait. J'ai toujours une main qui peut, globalement, trimer. Le JKL, je l'ai oublié, hein. Je sais pas toi, Loïc, mais moi, je l'ai complètement oublié. Ah bah là, on n'a plus besoin de JKL, oui, tout à fait, ouais. C'est clair. Donc le JKL, voilà, ça sert plus à rien. Donc, voilà. J'espère que je vous ai convaincu, en tout cas, et que sur le chat, en tout cas, vous trouvez que c'est un produit qui vous plaît. En tout cas, voilà, sachant que ce produit donc, nous a été prêté par Did Technologies, qui est le partenaire de l'émission ce soir, qui vous offre à vous sur le chat un Speed Editor. Donc il y aura un gagnant ce soir. Et donc je remercie DID en tout cas pour mettre tout ça à disposition. En tout cas, c'est chouette. Et je le présente d'autant plus que vraiment je l'utilise à titre personnel. Et c'est souvent ce que je fais d'ailleurs dans cette émission. J'essaye de vous montrer des choses que j'aime particulièrement, des marques avec qui j'aime travailler. Voilà, j'ai pas la science infuse, je connais pas tout, je suis pas monteur, je suis pas étalonneur, je suis pas... Enfin, je suis un cordonnier bien chaussé puisque je m'intéresse à tout ce que je touche et ça m'éclate en fait. Donc j'aime partager, je rencontre des gens comme Loïc, voilà, qui sont eux des vrais professionnels et qui sont très pointus dans leur domaine, et je te remercie vraiment d'être là ce soir. Merci à toi. C'est très intéressant tout ce que tu nous as dit, mais je retiens ta proposition de refaire une émission sur la partie avec des chefs étalos et tout. Ouais, on va certainement dans l'année se refaire. Ouais. Si ça vous intéresse en tout cas sur le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis on va aussi lancer un truc qui est assez inédit sur les réseaux sociaux. Vous qui nous regardez ce soir, en fait, on a décidé dans le monde de Dayo de vous laisser le choix d'orienter les sujets des prochaines émissions. Globalement, on a des émissions sur le Speed Editor, ça peut être sur le stockage, l'étalonnage, la prise de son, la lumière, ce que vous voulez. On va globalement lancer des sondages en fait sur nos pages LinkedIn, sur Facebook, et on va vous demander votre avis. Et donnez-nous votre avis sur ce que vous souhaiteriez voir dans les prochaines émissions. Parce que globalement, on fait des émissions pour vous, avec vous, donc tant qu'à faire, donnez-nous votre avis. Donc là, même sur le chat, s'il y a quelque chose à la limite qui vous intéresse, dites-le moi dans le chat, ça m'intéresse de le savoir.
Editor qui nous dit: j'aimerais bien faire un test comparatif Avid Speed Editor avec toi pour faire une vraie idée sur les forums. Bah écoute, quand tu veux, Editor, hein, tu connais l'adresse, tu viens, à la limite j'en ai un au bureau, je te le prête. Voilà, Editor, c'est Grégoire Chevagnonneau, c'est un monteur Avid historique qui est vraiment très rapide, très balèze sur Media Composer, et franchement, c'est, voilà, respect. Il m'a aussi beaucoup appris et beaucoup formé. D'ailleurs, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube de Dit Technologies. Vous avez des vidéos Media Composer qui commencent déjà un peu datées, mais qui sont toujours très consultées parce que Grégoire vous montre des trucs très intéressants qui font aussi la force de Media Composer, faut le dire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Loïc, d'ailleurs. On n'est pas là pour dire DaVinci c'est mieux qu'Avid ou c'est mieux que Final Cut. En fait, vous ferez la même chose à la fin, il y aura un montage qui va sortir de tout ça. Mais il y a clairement des produits qui sont plus adaptés peut-être pour certains métiers que d'autres. C'est ce que je pense. Et puis le challenge est intéressant, c'est vrai qu'il y a des concurrents et ça permet à tous de nous proposer des produits de mieux en mieux. Excuse-moi, Laurent Frépa nous fait de l'humour, je la lis parce qu'elle est très bonne celle-là. Pour la prochaine émission, j'aimerais apprendre à fabriquer une palette de billets de 500 €. Alors je serai présent, je viens. Ouais, mais je pense qu'après il va y avoir le GIGN qui va être à ma porte et que je vais partir, à mon avis, parce que bon, fabriquer de l'argent. Pour quelques années. Ouais, voilà. Enfin bref. Donc, allez, on va peut-être clôturer le concours. Je sais pas. Attends, juste un truc. Donc, on finissait sur le Speed Editor. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose d'autre. C'est pas très gros. Je trouve qu'à la limite, avec un MacBook M1 Pro, allez, un Speed Editor dans votre sac, c'est quand même facilement transportable. Vous pouvez vraiment l'emmener n'importe où assez facilement avec vous. Donc, je te dirais, si tu es journaliste et que tu veux un combo puissant pour monter et tout, mais franchement, Speed Editor plus MacBook, c'est royal au bar. Hein. Il y a besoin de rien d'autre. Le petit truc que j'ai pas dit aussi tout à l'heure sur le M1 Max, Loïc, c'est que la qualité quand même de l'écran de cet ordinateur fait que quand je me mets en config, là vous le voyez pas, mais j'ai deux écrans plus le MacBook M1 qui est là, je m'en sers en fait comme retour vidéo de qualité parce qu'il est vraiment très 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 bon pour le coup. Hein. Pour moi, c'est devenu un peu mon ordinateur de référence mobile qui me suit. Donc, je sais que quand je bosse dessus, les talos et la colorimétrie, ça sort à peu près bien. Voilà. Écoutez, c'est tout. Allez, on va clôturer le concours. Et clôturer cette émission. Il est 22h34, ça fait 1h30 que nous sommes tous ensemble. Ouais, parce qu'après la lutte finale de tout à l'heure, et maintenant, si tu ne chantes pas et ne frappes pas dans tes mains, tu n'aimes pas Dayo. Bref, oh là, faut que j'arrête. Hein. On est mardi, les gars, c'est mort. Il est l'heure. Il est l'or, mon seigneur. Oh punaise. Attends, c'est dommage que Editor soit pas là, parce que Editor, c'est du genre à raconter des tas de conneries comme ça. J'ai mon maître. Hein. Alors lui, Editor, il est très très fort. Hein. Pourquoi? Ah oui, il y a le Réal qui dit j'ai pas de bouton mute, mais non, c'est moi qui le contrôle. Voilà, je contrôle les horizontales et les verticales. Vous voyez à quoi je fais référence. Bref. Allez, je bascule sur l'écran. On va clôturer le concours. Allez, le gagnant. Oh, oui, il y a du monde ce soir. Ça me fait plaisir, dis donc. 15 users, 16 tickets. Laurent, tu en as qu'un. Il y a que la régie de Jules. Normalement, t'as pas le droit de gérer la régie de Jules, donc j'espère que tu ne vas pas gagner parce que je donne la priorité à nos nouveaux followers. Voilà. Donc, je vais clôturer le concours. Donc, je vous laisse encore 2 minutes pour tous ceux qui nous regardent, qui pensent s'être inscrits au concours ou qui nous regardent sur YouTube ou sur Facebook. Il faut être sur Twitch. Il faut avoir un compte Twitch. Il faut follow la chaîne et ensuite il faut s'inscrire et taper le point d'exclamation Speed Editor. Et seulement à ces conditions-là, vous pourrez être tiré au sort. Donc je vous laisse encore 2 minutes, le temps pour moi de clôturer le discours sur Speed Editor avec Loïc et de te remercier aussi de ta présence parce que voilà. Mille merci, c'était sympa pour cette première, très agréable. Bon voilà, merci en tout cas c'est ça Twitch. Hein. Je ne sais pas si c'est ton premier Twitch, en tout cas si c'est ta première fois, je suis très heureux que ce soit avec moi. Excusez-moi, je me lâche ce soir, il faut un petit peu. Hein. Mais Twitch est vraiment très intéressant pour ça parce que tu l'as vu, le chat était plutôt... Ouais, mais je pense que tu as pris... Ah attends, il y a Laurent qui dit j'ai pris un abonnement, mais il fallait peut-être attendre... écoute, ce sera pour le prochain, on s'arrangera. Mais je pense qu'il fallait d'abord que tu aies un abonnement et ensuite que tu mettes le ticket pour que tu en aies 2 en fait. Bon, voilà.
Bref, comment ça la régie de Jules, j'étais traité d'ours? Mais non, j'ai pas traité d'ours. Bref, allez, c'est bon, est-ce que tu... Alors, comment tu fais? T'as une roue magique pour choisir aléatoirement ton gagnant? Non, alors je sais pas si... Est-ce qu'on a une... Je sais pas si on peut montrer... Si, voilà, merci Jules. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de tricherie. En fait, c'est Streamlabs qui... en fait, c'est le bot de Streamlabs qui, globalement, liste et met toutes les personnes. Et donc, chacun a un ticket, sauf la régie de Jules qui en a 2. Et là, je vais clôturer le concours. Donc, c'est bon. Allez. Close entry, c'est parti. On a fermé le concours. Et maintenant, nous allons... et tu fais le roulement de tambour, Loïc? C'est parti. Pick winner. Eh ben, c'est Margot1408 qui a gagné. Bravo Margot. Bravo Margot, donc n'hésite pas à me contacter en privé sur Twitch, il me faudra toutes tes coordonnées, adresse, téléphone et tout ce qui va bien. Et je suis très heureux en tout cas, enfin grâce à notre partenaire D&D Technologies, voilà, de t'offrir ce Speed Editor. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette émission et je remercie encore D&D. N'hésitez pas à les contacter, hein, c'est notre partenaire et c'est des spécialistes de la post-production, mais pas que. Ils sont spécialistes aussi en régie de production et toutes ces choses-là. Ils louent des Mac, des PC, des Speed Editor, des DaVinci Resolve, des Avid, des Final Cut, des Premières. Donc, contactez D&D Technologies de notre part, vous serez très très bien reçus. Voilà, en tout cas bravo Margot, tout le monde te félicite et ça me fait plaisir, donc n'oublie pas, hein, sur le chat de Twitch, enfin tu m'enverras tes coordonnées en message privé et c'est parfait. Le petit mot de la fin, Loïc, qu'est-ce que tu veux nous dire globalement sur tout ce qui s'est passé là, Globalement, te remercier déjà, c'était très très agréable et effectivement c'était ma première sur Twitch, pas ma première grâce aux derniers événements. On a fait beaucoup de webinaires et autres, peut-être qu'une prochaine fois on en fera une sur Twitch, mais on sera en présentiel tous les deux, mais en tout cas c'était effectivement très sympathique. Merci à toi. Bah de rien, merci à toi. Effectivement, j'avais imaginé, et on verra avec le temps, qu'on se voit en présentiel et qu'on bosse un peu plus ensemble justement sur toutes ces choses-là, le MMAX et sur Resolve. On essaiera d'organiser ça, de vous créer des contenus exclusifs, en tout cas qui sont aussi intéressants que celui qu'on vient de vous faire vivre. Je vous remercie en tout cas. Qu'est-ce qu'éditeur il dit que des conneries? Il y a une machine à café. Ah, j'ai compris une charcuterie, oh putain je suis fatigué. Oui c'est vrai qu'il y a une machine à café chez D&D, un chaleureux accueil. Effectivement, merci à vous tous, en tout cas sur le chat, vous avez été parfaits, vous avez été sublimes, vous avez été très actifs. Et franchement, je me suis régalé ce soir, parce que le sujet était très intéressant. Loïc était passionnant, vous avez été tous parfaits. Et je vous retrouve donc, je pense d'ici 2 semaines, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram également, pour rester au courant de l'actualité. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur les groupes privés, je sais qu'il y en a et qu'ils existent, et voilà, on a vraiment besoin de continuer à faire développer cette émission et à la faire connaître, et vraiment, merci en tout cas ce soir, j'étais vraiment très content de vous recevoir avec Loïc pour cette spéciale Speed Editor. On se retrouve dans 2 semaines, à bientôt.